Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. De casser la gueule aux dealers qui attendent dans l'ombre. Serge Gainsbourg est mort en 92. Nous sommes en 2023 et bien longtemps avant. Et ça continue encore et encore. Et on deal. Et les territoires soi-disant perdus de la République. D'accord. Alors, voilà, ça continue. La drogue. Alors, Marseille, vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est Marseille ? Eh bien, Marseille, à cause des stupéfiants, 22 750 délits cette année. 22 750 délits. En violence gratuite, 25 par jour. Enfin, on va pas refaire. Hier, vous savez, nous avions Georges Fenech pour son livre sur l'ensauvagement de la France. Mais alors, les chiffres s'accumulent. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a des personnes qui ont dit, bon, on va essayer de réagir. Notamment un jeune militant, Amine Kessassi. Bonjour Amine Kessassi. Bonjour. Vous êtes président, vous avez de l'association Conscience. Avec 52 autres plaignants, vous avez décidé de lancer une procédure judiciaire avec vos avocats, destinée à pointer la responsabilité de l'État dans la vague d'homicides sur fond de trafic de stupéfiants qui ensanglante Marseille, et pas seulement Marseille, depuis des années et depuis longtemps. Et puis on voit que voilà, ça augmente encore et encore, les armes sont de plus en plus sophistiquées, etc. Alors, pourquoi vous dites l'État ? Parce que vous estimez que l'État, c'est lui le responsable ? Aujourd'hui, on estime qu'il y a une responsabilité de l'État, c'est celle de garantir la sécurité des gens, des citoyens. Ouais. Et aujourd'hui, c'est clairement pas réuni. Nous, on se base aussi sur un élément pour être très concret et vous dire la vérité. Oui. On a ce qu'on appelle la charte de l'environnement qui est greffée à notre Constitution. Et l'article 1er de la charte de l'environnement, c'est de dire que chaque citoyenne et chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain. Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Aujourd'hui, quand il y a des habitants qui font le choix de pas descendre acheter du pain, qui font le choix de pas laisser leur enfant jouer dans le parc du quartier, qui font le choix de sortir et de faire des détours pour ne pas traverser la cité parce qu'ils ont peur de se recevoir une balle, parce qu'ils ont peur d'être victimes de ces fusillades, parce qu'ils sont témoins au quotidien de ces scènes de guerre et de ces scènes de crime, on peut pas dire que les gens vivent dans un environnement sain. Donc aujourd'hui, l'article 1er de la charte de l'environnement n'est pas respecté. Oui, et je crois, Amine Kessassi, je crois que vous avez été touché dans votre propre famille, vous-même, par cette guerre des gangs et par cette guerre des narcotrafiquants. Totalement. Moi, aujourd'hui, on me demande pourquoi j'entame tout ça. Parce que on a un dispositif dans l'association qui accompagne les familles de victimes. Aujourd'hui, on est les seuls à le faire. Cet été, je me suis retrouvé seul avec la psychologue de l'association, avec la responsable des familles de victimes, à aller présenter des condoléances à ces familles, à les soutenir moralement, psychologiquement. On en a vu près d'une quarantaine cette année. Et j'ai moi-même perdu un grand frère qui a été assassiné. Il a été retrouvé calciné il y a quelques années. Et donc, c'est pour toutes ces personnes aujourd'hui qu'on fait ça, pour dire que tous ces morts qu'il y a eu, moi, je veux pas qu'ils soient morts en vain. Je veux pas que tous ces jeunes, on les oublie. Au contraire, on doit apprendre de leurs morts et aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour sauver les jeunes qui nous restent encore. Oui, mais alors, justement, Amine Kessassi, non mais vous touchez du doigt un problème. D'ailleurs, il n'y a pas que Marseille, comme on sait. Il y a énormément de villes de France, d'ailleurs d'Europe. Enfin, c'est un problème extrêmement, pratiquement mondial. Mais parlons effectivement, et vous avez tout à fait raison, de commencer par votre ville, vos quartiers, etc. L'association existe depuis quand ? L'association existe depuis juillet 2020, ça fait plus de 3 ans qu'on agit. Aujourd'hui, on est présent dans 35 villes de France. À Nîmes, notamment, on a un dispositif qui est similaire à celui de Marseille. Je préside ce dispositif d'accompagnement des familles victimes. On a accompagné la famille du jeune Fahed. Moi, je me suis rendu sur place, je suis parti les rencontrer, je suis parti rencontrer les habitants de la ZUB Sud et c'est la même problématique. À Cavaillon, nos référents sur place, tout l'été, ils ont essayé de sortir des jeunes, d'organiser des sorties au cinéma, des sorties poney, parce que ça ne se fait plus. Et j'ai été rencontrer des familles endeuillées à la cité Dr Veim. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une problématique qui touche la France. Qui touche, bien sûr. Qui touche plusieurs villes d'Europe aussi. Amine Kessassi, vous avez quel âge ? J'ai 19 ans. J'ai 19 ans, mais pardon de le dire par rapport aux villes d'Europe, aujourd'hui, la criminalité, le taux le plus élevé en Europe, c'est en France. Aujourd'hui, on a la politique de répression la plus sévère d'Europe et en même temps, on est les plus gros consommateurs, les plus gros vendeurs. C'est ici où ça fait le plus d'argent. Donc à un moment, c'est que cette politique de la répression, elle sert aussi à rien.
Ben oui, alors c'est bien ça, c'est ce que vous dites. Vous dites, le trafic n'a jamais autant, je veux dire, prospéré. On sait, c'est 3 milliards d'euros, hein, le chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros par an, c'est pas mal. En tout cas, c'est énorme. Je parle sur toute l'Europe, bien sûr. Mais dites-moi, le problème, je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat. Et je vois que vous parlez cash, et c'est une très bonne chose. Au fond, vous dites l'État, oui bien sûr, mais à quel niveau, comment il faut réagir? On a l'impression que ce soit au niveau municipal, au niveau communal, au niveau de tout ça, tout le monde se plaint, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, parce que les DLR en bas, ils font, vous le savez mieux que moi, ils demandent presque les cartes d'identité, quoi, pour entrer, pour la personne rentrer chez soi, etc., etc. Les familles, n'en parlons pas. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, ou en tout cas une possibilité, que les gens eux-mêmes, non pas se fassent justice, il ne s'agit pas de faire de l'autodéfense, mais qu'ils prennent plus conscience que ça dépend aussi d'eux. Sinon, c'est ça le problème, je me dis, sinon, voilà. Ah non, mais moi je l'entends et je suis totalement d'accord avec vous, mais aujourd'hui cet argument il peut plus tenir puisqu'aujourd'hui on le fait. Aujourd'hui on prend notre destin en main puisqu'on assigne l'État en justice. Aujourd'hui on prend notre destin en main parce que on ne fait pas juste pointer du doigt la responsabilité de l'État. Le référé, moi je vais vous le transmettre à Sud Radio. Oui. Dans ce référé qui fait 38 pages, on a fait le constat et on a fait 17 propositions concrètes. Retour de la police de proximité, remettre des moyens dans la douane, agir pour les services publics. Aujourd'hui c'est le grand trou de Marseille en grand. Mais moi ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est de dire qu'il y avait Marseille en grand, un plan sans précédent. Et moi je le dis, j'ai pas honte de dire quand les choses elles sont faites. Un plan sans précédent. Il y a des milliards qui ont été déversés. Ça fait plus de 2 ans que Macron est venu là annoncer ce plan. Il est venu l'annoncer en septembre 2021. Et depuis, rien n'a changé. On a au contraire plus de morts qu'avant. Plus de morts qu'avant l'avenue d'Emmanuel Macron. Avant l'avenue d'Emmanuel Macron, c'était 31. Aujourd'hui, on est à plus de 40. Ouais. Mais alors justement, donc ça ne sert à rien. Je veux dire, enfin, apparemment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien de faire sans les gens. Ça ne sert à rien de ne pas impliquer les gens. S'ils font comme ils sont en train de faire actuellement, Marseille en grand, pourquoi ça échoue? Et moi, c'est ce que je regrette le plus. Il n'y a pas que des échecs dans Marseille en grand. Les écoles, elles sont refaites. Vous avez vu, moi, je suis de bonne foi. Je le dis, les écoles, elles sont refaites et c'est très bien. Oui, la municipalité, l'État, ils font le taquet. Ils ont refait plus de 200 écoles et c'est génial. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas assez. Aujourd'hui, il n'y a aucune association. On s'est jamais retrouvé à la préfecture avec la mairie, avec le département, avec la région, les associations, les habitants, à discuter concrètement du plan des Marseillaises et des Marseillais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un plan adapté à chaque quartier, à chaque cité, à chaque endroit. C'est un travail de fourmi qu'il va falloir mener, mais qui est essentiel. Parce que moi, j'ai été à la Maison Blanche il y a quelques semaines, un des derniers homicides qu'on a connu cet été, et j'ai vu ce corps par terre, avec un bout de sa cervelle qui éclatait au sol, avec sa tête qui était complètement défigurée. Et ça, les habitants qui étaient dans la barre d'immeuble en face, ils l'ont vu aussi. Et les Marseillais, ils ont appris à vivre dans ça. Alors justement, Amine Kessassi, nous recevions ici dans Mercœuvre, dans tous ces États, la semaine dernière, l'un des responsables de quartier de Château-Gombert. Vous connaissez Château-Gombert, je n'ai pas besoin de vous dire. Et il disait, lui, il a dit, écoutez, il faut que les habitants prennent en main leur défense. Ça veut dire, il n'a pas dit il faut qu'ils s'arment et qu'ils se battent, il a dit simplement il faut être vigilant, il faut parler, il faut dénoncer quand on voit tel ou tel dealer, en tout cas il faut avertir la police, etc., etc. Il dit, moi je leur dis, écoutez, on ne peut pas tout faire, il faut aussi que vous soyez actifs, vous citoyens, vous habitants des quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, en tout cas que les gens soient plus actifs ? Moi, je pense que effectivement, les gens doivent se mobiliser. Je suis pas pour qu'on fasse porter aux gens la responsabilité de ça sur leur épaule, parce que si l'institution, si l'État n'a pas réussi à le faire, c'est pas les gens qui vont pouvoir le faire. Mais c'est avec notre collaboration, effectivement, à nous, que les choses elles vont changer. Mais après, il faut que ça soit suivi. Je vais pas vous citer de nom, mais moi, j'ai accompagné une maman il y a quelques temps. On l'a fait fuir dans une des villes où on est présent, parce qu'elle a parlé, parce qu'elle a témoigné. Et donc depuis, il y a des gens qui se présentent chez elle, ils l'ont menacée, ils l'ont tabassée. Il y a un dépôt de plainte qui a été fait. J'ai demandé maintes et maintes fois une protection policière et la préfecture m'a répondu à plusieurs reprises non, on va pas accorder des protections policières à tout le monde. Ouais, mais en attendant, les gens qui sont à vos côtés, les gens qui essayent de faire changer les choses, si vous les soutenez pas en retour, comment on fait, nous? Bien sûr. Parce que nous, en attendant, tant que l'État n'est pas là le soir, nous, le soir, on y est dans ces cités. Le soir, on dort. Le matin, on est réveillé là-bas. Le matin, on marche dans la rue, nous. Et c'est là-bas que les gens, ils se voient. C'est là que les choses se passent. Mais alors, concrètement, Amine Kessassi, vous avez parlé de certaines mesures. Mais concrètement, parce que effectivement, dans le quotidien, il y a cette insécurité. Il y a, si les gens dénoncent ou en tout cas disent, écoutez, ça ne va pas, on va les menacer
ou on va les menacer de mort, ou on va les tabasser. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait augmentation des forces de police? Il faut que la police de proximité revienne en force? Est-ce qu'il faut, si vous voulez, que l'État... Parce que on comprend pas, c'est ça... Enfin, on comprend pas. On comprend peut-être trop bien. D'un côté, l'État dépense des milliards, rappelez-vous, les plans des villes, les plans de banlieue, très bien. Mais en même temps... on voit que tout augmente, que la violence, que le narcotrafic augmente. Alors, c'est pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? La politique du chiffre, c'est pas la bonne solution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut appliquer le quoi qu'il en coûte pour la sécurité des gens. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on décrète la police de proximité, qui est des brigades dans chaque cité, dans chaque quartier. Des policiers, les points de deal, on les connaît, on sait où ils sont ces points de deal. Il faut qu'il y ait une voiture de police constamment debout devant le point de deal. Ça va dissuader les consommateurs de venir acheter, ça va dissuader le jeune de poser sa chaise devant tout le monde, ça va dissuader un tas de choses. En fait, c'est redonner la force de dissuasion de la police. Dans un premier temps, mais la police, elle va pas pouvoir tout faire toute seule. Après, on redonne des moyens aux centres sociaux, on redonne des moyens aux associations, parce qu'il faut qu'on occupe les jeunes. Pas ceux qui ont 17 ans, ceux qui ont 18 ans, mais ceux qui aujourd'hui ont 7 ans, 8 ans, il faut qu'on les occupe dès maintenant. Il faut que dès maintenant, on les fasse grandir dans la culture, dans l'éducation, dans les voyages, dans les colonies, dans ce genre de choses. Nous, on a organisé une colonie cet été, on a fait sortir 80 gamins. Je sais que pendant 15 jours du mois d'août, ils n'étaient pas dans la cité en train de traîner. Alors, et c'est ça qu'il faut faire. Et oui, alors Amine Kessassi, là, je veux pas faire les sceptiques et l'avocat du diable, mais quand un type vous dit, attendez, vous êtes bien gentil, vos vacances et vos trucs, mais moi, en chauffeur, quand je suis chauffeur de chouf, je vais me gagner 100 € par jour, ou même plus, vous êtes bien gentil, mais moi, ça me fait gagner beaucoup plus d'argent. Parce que beaucoup, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus, beaucoup, malheureusement, vous répondent ça, quoi. Et vous savez quoi, moi je lance une invitation à Sud Radio, on va aller visiter une entreprise qui s'appelle Satis à Marignane, c'est un sous-traitant de Airbus. Satis, on a une convention avec eux, ils nous ont demandé de choisir 15 jeunes de nos quartiers, on a choisi 15 jeunes, des jeunes qui étaient dans des réseaux ou pas, mais majoritairement dans des réseaux. Et ces 15 jeunes-là, ils ont suivi pendant 8 mois une formation chez Satis, donc ils font de la carrosserie aéronautique, ils travaillent sur des avions, un truc hyper passionnant, et sur les 15, il y en a 13 qui ont signé un contrat avec Satis, 13 qui ont quitté les réseaux, 13 qui ont quitté les quartiers, qui aujourd'hui ont tous un appartement autour de Marignane, à côté de l'aéroport de Marseille. Aujourd'hui, ils ont tous pris un nouveau départ. Donc ça montre que sur les 15, il y en a 13 qui ont accepté. Il y en a que 2 qui ne voulaient pas. L'argent de la drogue, ça les intéressait peut-être plus. Mais c'est pas une majorité de ces jeunes. Moi, je pense que si on a un réel plan d'envergure où on accompagne ces jeunes, où on leur laisse faire ce qu'ils aiment, parce qu'au final, ces jeunes, pourquoi ils se plaignent? Les seuls qui les recrutent aujourd'hui avec leur bracelet électronique, c'est les plateformes de Amazon à faire des colis toute la nuit. Et ces jeunes, à un moment, ils en peuvent plus peut-être. Donc il faut aussi leur proposer autre chose que d'aller travailler pour Amazon. Et dites-moi, alors l'association de conscience, écoutez, non, ce que vous dites, c'est très positif, on vous suivra, on ira, on reprendra contact avec vous et on ira voir chez Satis. À votre avis, c'est donc quand vous dites à l'État, faites, ils vont vous répondre très bien, on va augmenter telle ou telle chose, on va augmenter ceci, cela. Est-ce que ce n'est pas, là c'est la question quand même, est-ce que au niveau de la mairie, au niveau des communautés de quartier, au niveau de tout cela, est-ce que ce n'est pas là aussi, et au moins autant que l'État central, parisien, etc., sur lequel il faut agir? Totalement, et c'est bien ce qu'il va falloir aussi faire. Nous, on est en contact avec des élus locaux, avec des institutions locales. Aujourd'hui, la principale action qu'il va falloir mener, c'est le retour de l'état de droit, et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Le retour de l'état de droit dans nos quartiers, c'est que l'institution centrale à Paris qui peut le faire. Mais après, bien évidemment qu'il va falloir travailler avec tout le monde et qu'il va falloir réunir tout le monde. Pas tout ne peut reposer sur Paris. Il faut les habitants, il faut les politiques, il faut Paris aussi, mais il faut qu'on soit tous mobilisés. Et moi, je pense que dans cette guerre de la drogue, il faut aussi qu'on admette qu'on a perdu à un moment. Il faut qu'on ait une autre réponse, qu'on ait une réponse plus globale face à ces trafics. Oui, vous dites, quand vous dites juste un mot, quand on a perdu un moment, c'est on a perdu du temps et on s'est trompé à un moment donné peut-être de cible, c'est ça? C'est au-delà de ça, c'est qu'on s'est trompé dans la façon de faire. On a tourné dos, on a répondu à la violence, on a répondu par la violence, on n'a pas fait de prévention, on n'a pas fait de médiation, on n'a rien fait du tout. Donc moi je pense qu'effectivement on s'est vraiment trompé de réponse et à un moment il faut qu'on ait... Amine, il y a eu quand même des milliards, vous savez, les grands frères, etc., les trucs de prévention. Attendez, depuis des années et des années, vous n'étiez pas nés, on parlait déjà de plan ville et on parlait de lutte contre la drogue, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on parle de ça.
C'est ça qui me... Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a arrêté de le faire, on a arrêté cet aspect social, et c'est pour ça que les choses se passent encore plus mal qu'avant. Écoutez, Amiké Sassi, merci. En tout cas, très 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 bien pour ce que vous faites et l'association Conscience. On vous suivra et on reprendra contact avec vous. Merci. Merci beaucoup. Mais planter des arbres à la mode de chez nous, eh ben, on va l'apprendre. Alors voilà, c'est effectivement, et c'est pas du tout ironique ce que je dis, voilà, il y a la nouvelle com, hein, je veux dire, et effectivement, Emmanuel Macron est le premier, François Hollande avait fait un tout petit peu, mais pas grand-chose, c'est le premier président de la République qui dit, allez, on va cibler, hein, je ne sais pas si c'est McKinsey qui a donné le conseil, on va aller, toutes les cibles, etc. Et là, c'est la cible McFly et Carlito, vous vous rappelez de l'interview célèbre à l'Élysée de McFly et de Carlito. On vise les jeunes, et très bien, donc on va chez Hugo Décrypte, Hugo Travers, qui a 26 ans, qui a 5 millions d'abonnés sur TikTok et 2 millions sur YouTube. Donc c'est vraiment le youtubeur vedette. Et Emmanuel Macron a parlé pendant 2 heures. Alors il a tout abordé, comme vous le savez. Il a abordé effectivement le problème de l'abaya. Donc pourquoi pas l'uniforme, moins de vacances, plus de sport et de culture à l'école, mieux orienter les jeunes post-bac, le pouvoir d'achat des étudiants et évidemment l'arbre par collégien, que tous les collégiens de France doivent planter un arbre en commençant cette année en classe de 6e. Je veux qu'on ait dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Très très bien, monsieur Macron, très très bien, monsieur le Président. Peut-être que, encore une fois, comme on l'a rappelé la semaine dernière, il serait pas mal que, quand vous avez dit « je ne veux plus qu'il y ait un homme ou une femme qui dorment dans la rue, un homme et une femme sans abri », c'était en 2017, peut-être qu'aussi, peut-être qu'en plantant des arbres, on pourrait peut-être planter ou donner quelques appartements, quelques maisons, quelques abris, ce serait pas mal non plus. Mais sur le fond, alors voilà, ceux qui disent, et je crois que ça va un peu trop vite, c'est facile de dire, ouais, il fait de la com, il continue à faire de la com, que de la com, etc. Bon, écoutez, tous font de la com, plus ou moins, chacun à leur manière, etc. Mais le vrai problème, et je vais vous dire quel est le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on a à dire. C'est très bien de faire la com du matin au soir, mais il faut se rappeler que François Hollande, on l'a dit ici, je l'ai dit, a été pendant 5 ans, le commentateur de sa propre inaction. Il adorait, il commentait. Eh bien, écoutez, on ne peut pas être uniquement dans le assez d'actes des mots. Non, on peut pas faire ça. Et je crois qu'il y a un vrai problème. J'ai écouté comme ça une bonne partie de cet entretien. C'est très sympathique, c'est bien, ce sont des vœux pieux ou pas pieux. Mais enfin, c'est quand même quelque chose où un président n'est pas là pour annoncer, il n'est pas là pour dire, il est là pour faire. Est-ce qu'on peut rappeler cette banalité de base qu'on attend un président de la République et un politique responsable, non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait, et surtout qu'il ne fasse pas le contraire de ce qu'il dit. Et alors avec sa sincérité magnifique, jean, basket, etc. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose sur la com, pour moi la plus belle anecdote que j'ai entendue. Ça date, alors vrai ou pas vrai, mais si non è vero e ben trovato. Ça se passe en 1899 ou 1900. Le premier téléphone, Graham Bell, l'invention du téléphone, et pour la première fois, la municipalité de New York peut parler à la municipalité de Washington. New York peut parler à Washington. Alors, imaginez-vous, tout le monde est là, les politiques, les responsables, les élites, attendant grésillement et tout ça, hein, vous voyez, c'est il y a 120 ans, un peu plus, et on entend des grésillements, et on dit alors ça marche, et tout à coup on entend, oui, New York peut parler à Washington, New York peut parler à Washington, et on entend de l'autre côté quelqu'un qui dit oui, mais est-ce que New York a quelque chose à dire à Washington? Et voilà, that is the question. Certes on peut parler en jeans, en parka, en tout ce que tu veux, en abaya, etc. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et surtout, ce que vous avez à dire va précéder de façon immanquable et incontestable ce que vous avez à faire. Voilà. That is the question, that is, sinon, c'est de la com, encore de la com.
On va se retrouver. Que je fais, mais enfin, Johnny Hallyday, paix à votre âme. Mais écoutez, vraiment, là, je trouve qu'il y a des critiques un peu exagérées, des esprits grincheux et des Gaulois réfractaires. Bon, enfin, le gouvernement, mais fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Mais de quoi vous parlez-vous? Par exemple, vous voulez un exemple frappant, un dernier exemple. Pour la rentrée scolaire à l'Ifré, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, et Elisabeth Borne sont allés à Rennes pour voir un peu ce qui se passait, effectivement, au lycée Simone Veil de l'Ytré. Et oui, rentrer des classes, rentrer des écoles, il est tout à fait normal que la première ministre, Born to be alive, et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, se retrouvent. Et d'ailleurs, on le sait, ils ont mangé pâte steak et bolognaise végétale, voilà, au lycée Simone Veil de l'Ytré. Alors, il y a une chose assez intéressante, c'est que pour aller à l'Ytré, qu'est-ce qu'ils ont fait, Gabriel Attal et Elisabeth Borne? Eh bien, ils ont pris l'avion. Comment ils ont pris l'avion? Oui, pour un vol de 38 minutes en avion présidentiel, ils ont préféré le TGV pour Rennes, c'était 1h30. Voilà, alors oui, 1h30, vous allez me dire, c'est pas 38 minutes. Mais attendez, je pensais que l'avion, rappelez-vous ce que nous disait Jean-Marc Jancovici, l'écologiste, vous aurez droit à 4 vols une fois dans votre vie. Donc ils imaginaient, là ils ont fait un aller-retour, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, ils ne pourront plus prendre que 2 vols pour le restant de leur vie. Non, je galège, mais à peine. Et pourtant, Elisabeth Borne, elle nous disait que c'était pas très bien ça. Rappelez-vous ce qu'elle disait il n'y a pas si longtemps que ça. Il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Et oui, chacun doit, prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et vous voyez, il dit attention, le CO2, la pollution, vous savez très bien que l'avion, ça pollue. Oui, ça pollue, mais nous, on est pressés. Alors, pour aller à l'Ifré, eh bien, on prend l'avion présidentiel, et voilà, effectivement, c'est terrible. Et pourtant, vous nous parlez de catastrophe climatique. Oui, mais on est pressé. Oui, mais c'est un peu embêtant tout cela. C'est un peu embêtant parce que effectivement, entre le dire et le faire, entre la com et la com chez Hugo ou chez TikTok ou chez ceci et cela, il faut savoir de quoi on parle. Encore une fois, tout se passe comme si les princes qui nous gouvernaient, quels qu'ils soient, ont l'air de dire leur slogan, c'est ce que c'est leur slogan, assez d'actes, des mots. La carte bancaire, effectivement, c'est vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les puces électroniques. Alors vous allez me dire, de quoi s'agit-il, ces puces électroniques? Eh bien, ces puces électroniques, vous savez, vous allez avoir la simplicité, c'est rien, S'implanter une puce, c'est comme si vous faites pucer votre chien. C'est incolore, inodore et sans saveur. Voilà. Eh bien, vous faites implanter votre puce dans la main et vous allez pouvoir tout faire avec ça. Tout, absolument. Voilà. Vous avez l'intelligence, les fonctions de cryptage. Vous allez développer tout. 5000 Suédois l'ont déjà fait, vous voyez. Voilà. Une puce sous la peau, voilà, c'est la taille d'un grain de riz. Vous n'avez aucune espèce de problème. Voilà. Et comme ça, eh ben, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh ben, formidable. À partir de 200 €, et ça coûte pas des sommes folles, eh bien, vous faites l'implant avec un chirurgien esthétique, paiement sans contact, badge, etc. Voilà. Pratique démocratisée, ça va vous servir, plus de besoin de carte de crédit, plus ou moins de carte vitale, plus ou moins de rien. Voilà, vous allez tendre la main. Vous voyez, prendre un enfant par la main, eh bien vous prendrez un enfant par la main, vous l'aurez pucé, vous serez pucé aussi, et tout ira pour le mieux dans le meilleur de monde. Plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille, vous pourrez faire démarrer votre voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Voilà. Grève de puce, c'est absolument rien. Alors, il y a encore des esprits, mais vraiment, ces esprits critiques, c'est tout. Alors, il y a une professeure à la Henley Business School au Royaume-Uni.
Elle dit oui, mais cela ouvre la voie à de nouvelles formes de contrôle, de manipulation ou d'oppression, dit Nada Kakabadze. Parce qu'au bout du compte, qui possède ces données? C'est vrai, qui aura ces données? Qui les contrôle? Est-ce éthique d'injecter des puces électroniques dans le corps d'êtres humains, comme dans celui des animaux? Bah écoutez, pourquoi pas? Si ça peut vous donner effectivement des facilités, eh ben, on va le faire. On va le faire, mais ce qui est très, 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 très embêtant, c'est qu'on va le faire, mais encore une fois, on saura tout de nous. Transparence absolue, oui, c'est le rêve davosien. On y va? Puce ou pas puce? Dites-nous, auditeurs résistants de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? Et même les jeunes connaissent les Beatles. Will you still need me? Will you still love me when I'm 64? C'est est-ce que tu as encore besoin de moi? Est-ce que tu m'aimeras encore quand j'aurai 64 ans? Ah, mais ça, c'était il y a 50 ans, hein. Ça, c'était il y a 50 ans, cette chanson. Terminée aujourd'hui. C'est plus 64 ans. C'est devenu le triomphe absolu des nonagénaires, des octogénaires, des centenaires. Vous voulez me dire, mais qu'est-ce qu'on me racontait? Centenaire, hein, c'est post-EHPAD, etc. Non, non, pas du tout, pas du tout. Regardez ce qui arrive à notre ami, le chanteur Hugo Frey. Hugo Frey, il a 94 ans, Hugo Frey, et il vient de se marier ce week-end. Voilà, il s'est marié avec Muriel Mégévan, âgé de 45 ans, vous voyez, pratiquement presque 50 ans de moins que lui, et cela fait 28 ans qu'ils sont ensemble. Et bien écoutez, voilà, et ils se sont mariés, et tout va bien. Je sais pas s'il va lui faire des enfants, c'est un autre problème, mais en tout cas, écoutez, et alors il y avait tous ses copains, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est une exception, etc. Oui, mais enfin, qui fait ça? Non, 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 c'est pas vrai qui fait ça. Al Pacino, le grand Al Pacino, hein, le grand, on va appeler le Scarface, magnifique, hein, le film culte des banlieues. Eh bien, en juin dernier, l'acteur Al Pacino, et c'est pas qu'il s'est marié, il est devenu papa. Pour la 4e fois à 83 ans, Al Pacino est devenu papa. Alors franchement, aujourd'hui, quand on me parle de l'âge, ça me fait hurler de rire. Mais quel âge, quel âge! Et ça n'existe plus. Robert De Niro, en mois de mai dernier, lui aussi est devenu papa, Robert De Niro. Vous voyez, là, Al Pacino et De Niro, ils se suivent partout, hein, depuis 50 ans. Il est devenu papa pour la 8e fois à 79 ans. Comme quoi, vous voyez, c'est intéressant parce que, au fond, on voit très bien où on va, vous voyez, la puce dans la main, c'est une chose. On va reparler d'ailleurs avec Guillaume Pitron et on va parler des terres rares. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'âge. Donc, écoutez, vive la liberté, vive tout cela. Et je dirais que on va parler vraiment des terres rares, on va parler des BRICS, on va avoir des sujets très sérieux. Mais vous voyez en même temps que le monde est en train de basculer à une vitesse grand V et où on y peut beaucoup. Mais que ce soit de la délinquance et de la drogue à Marseille, jusqu'à la puce implantée en passant par le mariage des centenaires, voilà, eh bien écoutez, tous les espoirs sont permis. Dans le face-à-face, André Berkoff reçoit le journaliste Guillaume Pitron, spécialiste de géopolitique, des matières premières et auteur de nombreux livres, dont La guerre des métaux rares et de l'enfer du numérique. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Alors Guillaume Pitron, que vous avez reçu et toujours avec plaisir, déjà pour effectivement les terres rares. Alors, on va en parler parce que effectivement, dis donc, depuis qu'on s'est reçu, le paysage change, hein, et il change vite. Il change très vite. Et justement, je voudrais d'abord parler de ça parce que vous voyez, on a parlé des puces et des implants, on va en reparler, mais surtout, je voudrais qu'on parle un peu de ce que va donner cette dématérialisation, parce qu'on le voit, vous voyez, on a parlé de ces implants, une petite puce sous la main, c'est rien, vous n'allez rien sentir, etc. Mais au-delà de ça, est-ce que cette dématérialisation, elle est partie, est-ce qu'elle est inéluctable, elle est partie pour durer, quelles que soient nos réticences, nos craintes, etc., ou pas? Alors, je dirais, André Berkoff, que la numérisation est partie pour durer. Tout ce que nous entreprenons dans notre vie aujourd'hui recèle une dimension numérique. Quand je dors, c'est une activité numérique. Ah oui, mes ronflements sont enregistrés sur mon application et ça me dit si je fais de l'apnée du sommeil ou pas. Donc c'est une activité numérique. Oui, ça c'est quand j'ai une machine qui quoi, oui bien sûr. Lorsque je me déplace, c'est une activité numérique. Je me déplace en bus, mais en fait je suis géolocalisé.
si jamais j'envoie des photos ou des vidéos de mon félin en train de ronronner sur mon canapé, l'acte de caresser mon chat est une activité numérique puisque je le partage sur mes réseaux sociaux. Donc tout ce que je fais dans le monde physique est de plus en plus dupliqué dans le monde numérique et c'est un mouvement qui me paraît, pour répondre à votre question, complètement inéluctable. Mais est-ce que pour autant c'est de la dématérialisation ? On va numériser, mais on va pas dématérialiser. Et en fait, c'est pour ça que vous m'avez invité. Mais la puce, par exemple, on a parlé, vous avez vu il y a quelques minutes, on va parler de cette puce qui va vous aider à tout faire, d'un mouvement de main, plus de carte de crédit, fait démarrer votre voiture, etc., etc. C'est de la dématérialisation. C'est un transfert de matériaux et non pas une dématérialisation. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. La puce sous la peau, c'est finalement une façon de fluidifier l'activité économique de tout un chacun. Je n'ai plus besoin de sortir ma carte bleue, de la rentrer dans une fente, de taper un code, de me rater 2 fois avant de la réussir à la 3e. Tout ça, c'est long, ça complexifie la vie économique. Si jamais vous avez une puce sous la peau, effectivement, il n'y a plus de rugosité au sens matériel du terme entre vous et la chose ou le service que vous allez acheter. De la même façon, d'autres acteurs français notamment de la numérisation des paiements, je pense à l'entreprise Worldline par exemple, développent ce qu'on appelle le paiement palmaire. En fait, demain, un terminal reconnaîtra les lignes de votre main et lira non pas dans les lignes de votre main votre avenir, il lira votre présent de consommateur et parce qu'il aura reconnu vos marques, votre identité biométrique, eh bien vous pourrez payer de cette façon-là. Donc tout ça, effectivement, c'est une numérisation de l'acte d'achat, mais pour autant, il faut bien produire tous ces outils de la vie numérisée. Il faut produire la puce. La puce, c'est l'objet le plus complexe qu'on ait jamais fabriqué à l'histoire de l'humanité. Alors on va en parler, on va peut-être en parler avec une petite pause et on se retrouve avec Guillaume Pitron. On a beaucoup de choses à dire, vous allez voir, c'est fascinant et passionnant, notamment avec les terres rares, les BRICS et tout le reste. Ouais, on va continuer ce face-à-face avec Guillaume Pitron et André Berkoff, et puis vous aussi, au 0826 300 300, vous avez une question sur la dématérialisation ou sur les BRICS, vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Maman! Papa! Vous serez toujours là pour lui. La MAE aussi. Alors choisissez dès maintenant le spécialiste de l'assurance scolaire. Premier acteur engagé dans la prévention et la lutte contre les violences à l'école, la MAE accompagne aussi votre enfant s'il est victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties sur mae.fr. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis JBL. Excellent rapport qualité-prix. Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur tous les casques Arceau audio et gaming, les barres de son et enceintes High Power JBL. Oh bah alors là je fonce. Et c'est jusqu'au 18 septembre dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, détails sur carrefour.fr. Sud Radio Narbonne. 104.7. Sud Radio. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à ne plus crier « Non, Léon, pas dans la flaque d'eau avec tes chaussures !» Et voilà, les pieds mouillés. Ou prêt à ne plus avoir à regarder la météo du jour avant de choisir ses chaussures le matin. Ah bah, c'est l'avantage des baskets déperlantes, hein. Alors vous êtes prêt à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, nos baskets déperlantes sont à 17,99 € au lieu de 29,99 €. Profitez-en. Offre valable jusqu'au 12 septembre, voire conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise, jusqu'à 1 000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. Chez But, il y a un truc qui donne 10 fois plus envie de se faire plaisir. Tout de suite, là, maintenant. 10 fois plus, chez But. En ce moment, chez But, profitez du crédit gratuit sur 10 mois et réglez vos achats en 10 fois sans frais. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. On en parle. L'application Mon Espace Santé sécurise vos données de santé et facilite votre suivi médical. On en parle dans un instant avec Laurie, utilisatrice du service. Il était une fois un jeune prince qui cherchait un fruit bien sucré et sans un prix amer. Sa jolie voisine lui conseilla les raisins blancs à 1,29 € le kilo chez Aldi. Et il eut raison de l'écouter, car ce dessert fut délicieux.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, origine Italie, variété Italia, offre valable jusqu'au samedi 9 septembre, info sur aldi.fr. Changez-vous la vie. Offrez-vous une pièce en plus? Contactez un expert agréé Rénoval. Rénoval. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul dans tous mes états. Vous savez, on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelés pour dire oui, mais cette puce, bon, on va reparler de la puce et de la dématérialisation. Oui, mais je vais me faire injecter des choses, mais c'est vrai. Guillaume Pitron, juste un mot avant qu'on parle de tous ces problèmes des matériaux, des terres rares, des briques, et surtout du changement je dirais, presque géothermique, enfin du paysage. Est-ce qu'il y a quand même, vous dites que la puce, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi complexe dans l'histoire. Est-ce qu'au fond, juste un mot là-dessus, ça change quelque chose par rapport à, vous savez, l'appréhension de « oui, mais on va tout avoir sur moi, on va avoir mes fiches et la liberté, etc. etc. » Franchement, ou pas? Est-ce qu'il y a, à votre avis, une vraie crainte à avoir ou de toute façon, aujourd'hui, la transparence est là du point de vue de ce qu'on a, de nos fichiers, etc. Objectivement, tout numériser, c'est laisser des traces partout. On ne peut plus ne plus laisser de traces. C'est ça. Donc, où que je sois, quoi que je fasse... La mémoire du net est infinie. Moi, ça m'inquiète d'ailleurs. Je suis content de ne pas avoir eu 15 ans et d'avoir été, avec toutes mes activités d'adolescent, en moins de 15 ans, 13-12, qui auraient pu être enregistrées quelque part et qui ressortiraient opportunément à la veille de prendre les rênes d'une entreprise stratégique ou de devenir ministre. Ah, si vous saviez. Mais en tout cas, je suis bien content de... Enfin, moi, je ne sais pas comment j'appréhenderais ce monde nouveau lorsqu'en fait la moindre de mes turpitudes ou de mes blagues sans aucune espèce de gravité par ailleurs ressortira au bon moment. J'avoue que moi ça m'inquiète. En tout cas, on laisse des traces partout. Moi j'ai enquêté pour mon dernier livre qui s'appelle L'enfer numérique sur justement par exemple les traces laissées par les trottinettes. Alors il n'y a plus de trottinettes à Paris, les trottinettes en libre service, mais il y a des trottinettes ailleurs. Les trottinettes qui sont... il y a les trottinettes qui appartiennent à leurs propriétaires. Oui, alors celle-là, il n'y a pas de sujet autour de la traçabilité du traçage. Mais dans les trottinettes en libre service, j'avais enquêté et découvert, avec effarement d'ailleurs, qu'en fait, vous laissez à l'opérateur de trottinette, en créant un compte, beaucoup plus d'informations que ce que vous croyez. Et vous ne vous rendez pas compte que vous cochez la case ou que vous acceptez les termes de contrat, du contrat qui disent est-ce qu'on peut donner vos données à des tiers. Et en fait, vous ne savez pas quel tiers, en passant d'ailleurs par le relais de certains courtiers en données, se retrouve avec sur vous des données qui sont absolument colossales. Et le traçage, ne serait-ce que vos déplacements... Avec ma trottinette, je prends une trottinette, etc. En fait, on laisse énormément de choses. Mais on laisse énormément de choses. Alors évidemment, d'abord, on laisse des informations sur vous, sur qui vous êtes. Ces informations sont agrégées avec ce que vous êtes sur Facebook, ce que vous êtes sur Twitter, ce que vous êtes sur je ne sais quel site. Tout ça, ça constitue des morceaux de vous. Chaque donnée est un morceau de vous. Elle se vend quelques centimes d'euros. Mais l'ensemble de votre profil peut valoir plusieurs centaines d'euros. Et tout ce profil, c'est l'agrégation de toutes les données qui racontent votre activité, qui racontent qui vous êtes dans le monde numérique. C'est un business énorme. Donc on a besoin, les opérateurs ont besoin de ces données pour pouvoir générer un modèle économique qui n'est pas celui des trottinettes en lui-même. La trottinette, elle est fichue au bout d'un mois, vous le savez. On vend votre fiche. Mais en revanche, la donnée a une valeur. Et puis vos potentiels publicitaires, quoi. Votre potentiel publicitaire. Et puis les données de géolocalisation, c'est là que ça devient un vrai problème, dont d'ailleurs s'inquiète la ACLU, l'American Civil Liberty Union aux États-Unis, que j'ai pu interroger dans le cadre de mes enquêtes, et qui dit, mais en fait, après les données biométriques, notamment l'iris de votre œil, il n'y a pas plus personnel que vos données de géolocalisation. Elles disent qui vous êtes. Si on sait qui se déplace le dimanche à 11h, on sait si vous fréquentez l'église ou pas. Si on sait où vous trouvez au moment d'une manifestation importante qui se tient en France, on connaît vos idées politiques. Et donc en fait, on peut croiser vos données. On peut, à partir de 4 points, et ce travail a été fait notamment par un chercheur australien, à travers de 4 points,
où vous habitez, donc d'où vous partez le matin, où vous rentrez le soir, où vous allez au bureau, et un quatrième point à déterminer, on peut savoir qui vous êtes. Bar, ouais. Donc, Orwell, fais attention, Orwell revient, ils sont devenus fous, ou peut-être pas fous, mais ils sont devenus très vigilants. C'est ça, c'est encore pire. On se retrouve juste après les informations, c'est bien ça. Oui, on continue de parler de la valeur de ces données avec le journaliste Guillaume Pitron qui est notre invité, et puis avec vous aussi, au 0826 300 300, tout de suite sur Sud Radio. Légendaires, conquérants, phénoménaux. Les All Blacks défient la France pour la quête ultime. France, Nouvelle-Zélande, le match incontournable. Le 8 septembre sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Carrefour. Si je vous dis bon d'achat. Ça, c'est le petit coup de pouce qui tombe bien. Moi, je les cumule. Ah bah c'est toujours bon à prendre. Eh bah, de quoi faire plaisir à toute la famille. Et si je vous dis qu'il y a 8 € offerts en bon d'achat, tous les 20 € d'achat, sur toute l'animalerie, même en promotion. Et il est pour qui le bon à noces? Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour. C'est ça, le défi anti-inflation. Carrefour. Offre limitée à 6 bons d'achat par foyer, valable du 11 au 24 septembre. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. À ceux qui se demandent toujours, une fois que le lave-vaisselle est en marche, s'ils ont bien mis la pastille. À ceux qui ont bien mis la pastille, mais qui ont oublié une assiette sale dans l'évier. Et à ceux qui lavent cette assiette à la main et qui se disent que c'est bien la peine d'avoir un lave-vaisselle. Chez Intermarché, il y a 60% de remise immédiate sur le paquet de 34 tablettes lave-vaisselle Platinum Plus Original Ferry, soit seulement 5,08 €. C'est ça, les 100 jours pouvoir d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 septembre, 12,70 € prix payé, 605 grammes, soit 8,40 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. La Vie Claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, avec un produit La Vie Claire acheté, le deuxième identique à moins 50%. Vous allez pouvoir vous autoriser un goût de reviens-y sur nos 2000 produits La Vie Claire. Alors, ça vaut le goût ou pas? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Bonjour, petite question sur vos chaussures de running. Faut aller sur internet, il y a tout qui est indiqué. Et puisque je suis là, vous pourriez quand même me renseigner. C'est dingue d'être systématiquement renvoyé sur internet. Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici. Conseil d'experts, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 1er octobre, les chaussures de running ASICS Gel Content 8, hommes ou femmes, sont à 49,99 € au lieu de 75. Sport 2000. Ça match. Conditions liste des magasins participants sur sport2000.fr. Leclerc, bonjour. 1 240 362, 1 240 363. Monsieur. Ah, excusez-moi, je m'entraînais à compter pour votre super jeu avec 4 millions d'euros à gagner. 4 millions en tout, mais pas juste pour vous. Ah, c'est à partager. Du 5 au 30 septembre, c'est le super grand jeu chez Leclerc. Tentez de gagner des milliers de bons d'achat de 5, 10 ou 20 € et des e-cartes cadeaux de 100 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable pour l'achat de 2 produits partenaires. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Merci Pierre Arditi de nous accueillir dans votre nouvelle véranda Rénoval. Vous avez l'air ravi. Absolument. J'ai été parfaitement conseillé par mon expert agréé Rénoval. Ça, c'est important. Oui, car je suis plutôt exigeant, voyez-vous. Changez-vous la vie. Contactez un expert agréé Rénoval. En ce moment, jusqu'à 3 000 € offerts. Conditions sur rénoval.com. Rénoval. Véranda, extension, abri de piscine. Sud Radio, il est 13h, passé de 1 minute. Parlons vrai. Et c'est l'heure des informations avec Mathieu Bellisario. Bonjour Mathieu. Bonjour, on connaît la composition du 15 de France qui ouvrira la Coupe du Monde de rugby vendredi soir face aux All Blacks. Pas de surprise, Jonathan Danty touché à une cuisse et préservé. C'est Yoram Moefana qui le remplacera au centre de l'attaque tricolore. Woki et Flamand seront associés en deuxième ligne. Et puis Antoine Dupont, le capitaine, et Mathieu Jalibert formeront la charnière du 15 de France. Dans l'actualité également, ce drame à Poissy dans les Yvelines, un adolescent de 15 ans s'est suicidé hier à son domicile. Sa mère l'a retrouvé pendu dans sa chambre en fin de journée. Le garçon venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel du 14e arrondissement de Paris. Il avait signalé des faits de harcèlement scolaire dans son ancien établissement, mais pour le moment, aucun lien n'a été établi avec son geste. Coup dur pour Naf, l'enseigne de prêt-à-porter était placée en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Bobigny. C'est désormais l'incertitude pour les 660 salariés des 130 magasins
bien présent en France. Lancée en 1973, la marque avait déjà été placée en redressement judiciaire en mai 2020 avant d'être reprise par l'actionnaire actuel, un groupe franco-turc. Opération coup de poing ce matin, des militants de dernière rénovation. Ils ont aspergé de peinture orange la place Beauvau, tout près de l'Elysée, alors qu'au même moment, les membres du gouvernement étaient réunis pour le Conseil des ministres, une action pour dénoncer l'inaction climatique de l'exécutif. À l'étranger, la visite surprise en Ukraine du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé à Kiev. Il doit annoncer une nouvelle aide d'1 milliard de dollars pour soutenir le pays face à l'invasion russe. Et puis pour terminer, des nouvelles rassurantes de l'état de santé de Mathieu Kassovitz, l'acteur et réalisateur victime d'un accident de moto dimanche sur un circuit de l'Essonne, a publié aujourd'hui une vidéo depuis son lit d'hôpital, tout juste après son opération. Il est actuellement en rééducation et a tenu à remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien. Voilà pour l'actualité. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Mathieu Bellisario. La météo Sud Radio. Et la météo Sud Radio, bien sûr, c'est avec Rémi André. Bonjour Rémi, ça reste ensoleillé aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien oui, le temps reste très ensoleillé. Aujourd'hui, toujours ce temps estival qui dure toute la semaine, sous l'anticyclone et sous le soleil également. Du soleil qui réchauffe la plupart de nos régions, déjà entre 22 et 27 degrés. On avoisine même les 30 degrés dès à présent sur la Touraine. Des températures qui, dans l'après-midi, seront souvent supérieures à 30 degrés. On atteindra les 34 sur le bassin parisien, du côté de Bordeaux, Toulouse, mais également sur l'Auvergne, Clermont-Ferrand. Des températures donc souvent voisines de 30 à 35 degrés. Près de la Méditerranée, en revanche, dans l'après-midi, le vent marin va radoucir un petit peu ces températures, entre 25 et 28 degrés. Et près de la Manche également. Alors là, nous avons également des nuages qui remontent depuis le golfe de Gascogne vers la Bretagne. Et cela pourrait, dans la soirée, donner quelques gouttes. Demain, on restera toujours sous ce temps plutôt ensoleillé, anticyclonique et toujours chaud, avec ces valeurs de 30 à 35 degrés l'après-midi. Merci beaucoup Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états. Pour le face-à-face aujourd'hui, Guillaume Pitron est l'invité d'André Berkov, journaliste spécialiste de géopolitique des matières premières. Guillaume Pitron, évidemment, quand j'entends le mot numérique, je sors mon Orwell, je ne suis pas le seul, sans ni céder à la panique, ni non plus céder à la béatitude, et vous le dites dans votre interview au Figaro, les politiques, évidemment, sont ravis, on a l'impression que c'est merveilleux, plus de pollution, tout est numérisé, tout est dématérialisé, vous voyez, voilà, on n'a plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Et en fait, c'est, et vous le dites vous-même, beaucoup plus compliqué que cela. Parce que d'un côté, on dit, voilà, on va tout dématérialiser, de la puce à ceci, à cela, à la numérisation, que vous dites, l'enfer numérique. Mais justement, dans votre livre, vous l'avez appelé l'enfer numérique, c'est pas par hasard. Il y a enfer là-dedans quand même. Hein. C'est un titre fort, j'admets que c'est un titre d'éditeur, mais le propos du livre est quand même plus nuancé. Pour autant, lorsqu'on parle du numérique, il y a 3 discours forts qui viennent s'adjoindre à cette numérisation. Et je rebondis sur votre propos. 1, transparence. La numérisation de l'Estonie, l'état le plus numérisé de la planète, c'est justement cette idée qu'on va faire table rase du passé communiste, on va rendre la vie administrative beaucoup plus transparente grâce à la traçabilité de tout ce que fait cette administration-là. Donc c'est aussi le pendant de cette orwellisation de nos vies avec le numérique et qu'il faut féliciter, dont il faut se féliciter. Il y a la fluidité, on en a parlé, la fluidité de la vie au quotidien grâce aux outils numériques. Et puis il y a l'environnement. Tout ce qui est numérique est bon pour la planète, puisqu'on va dématérialiser. Et c'est d'ailleurs le discours qui est tenu par le gouvernement français dans sa feuille de route numérique et environnement de 2021, où il est dit, je cite, la transition écologique sans le progrès numérique n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je n'ai plus besoin de me déplacer au bureau tous les jours de la semaine, je vais pouvoir télétravailler, donc du coup ça fait économiser de l'essence, parce que je vais pouvoir effectivement ne pas imprimer tel ou tel papier ou tel document de papier, ou pourquoi pas le ticket de caisse, et donc du coup, eh bien, ce sont de papier, donc des forêts qu'on n'a pas
exploiter, etc. Donc il y a cette idée effectivement que, et c'est une espèce de comment dirais-je, de technologie miracle, au sens où elle permet la transparence, elle permet la fluidité, donc finalement la pénétration de tout ce que l'on fait par le commerce, donc de la croissance économique, donc des emplois, et en plus de ça, c'est bon pour la planète. Qui se priverait d'une technologie aussi miracle que celle-ci? Simplement, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Voilà. Les bonnes intentions, voilà, mais l'enfer, c'est quoi? C'est qu'en fait, on déplace les matières. Je ne consomme plus de papier, mais qu'est-ce que je mets à la place? Je mets des puces électroniques, je mets des terminaux de paiement, je mets des centres de données, les fameux data centers dans lesquels vos données sont stockées. Et les données de votre terminal de paiement jusqu'au centre de données, comment elles y vont? Elles y vont par câble. Câbles souterrains, enfin, sous la terre, mais également des câbles sous-marins. Aujourd'hui, 99% de données transitent par des câbles sous-marins, 1,2 million de kilomètres de câbles qui traversent la Méditerranée. Là, actuellement, c'est 1,2 million de kilomètres de câbles. 30 fois la circonférence de la Terre, de câbles par lesquels toutes nos données transitent. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, entre vous et moi, vous auditeurs, auditrices et moi, il y a un câble, des câbles qui peut-être sont sous-marins, je ne sais pas par quelle précisément route passe la donnée de Sud Radio. Et en tout cas, tout ça c'est physique. Et tout ça c'est quoi? C'est les matériaux, c'est du cuivre pour les câbles sous-marins. Mais c'est également pour les puces électroniques, je le disais tout à l'heure, c'est 60 matières premières dans une puce électronique. 60 matières premières. C'est pour ça que je disais que c'est probablement la technologie la plus complexe qu'on ait jamais fabriquée de l'histoire de l'humanité. C'est, à mon avis, l'objectisation du génie humain, la puce électronique. C'est des technologies extrêmement complexes, donc c'est de la ressource qu'il faut aller chercher. Les centres de données, c'est évidemment de la matière première pour les serveurs qui sont stockés dans ces grands hangars. Et puis tout ça, c'est l'électricité pour faire refroidir les centres de données. L'électricité, elle vient d'où? Ah, bonne nouvelle, d'une centrale solaire, puisqu'il faut qu'elle soit verte. Mais la centrale solaire, c'est encore des métaux, puisque c'est et puis elle est intermittente, la centrale solaire, faut l'appeler. Elle est intermittente, donc effectivement... Et les éoliennes et compagnie, enfin bon. Tout ça, c'est intermittent. Il le faut, hein, mais pour autant, tout ça, c'est de la matière. Donc en fait, l'idée de dire, je vais me débarrasser du papier... C'est trop beau pour être dit de façon aussi simple. Derrière la dématérialisation du papier, il y a toute une infrastructure, tout un écosystème matériel qui est fait de groupes miniers, de groupes producteurs d'électricité, de compagnies qui déroulent des câbles au fin fond de l'Atlantique Nord pour que vous puissiez regarder sur Internet toutes sortes de contenus, y compris des vidéos de chats. Et cette infrastructure qui est souvent invisible, impalpable, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur, eh bien, qui en fait... préside à nos vies censément dématérialisées. Donc on n'a rien dématérialisé du tout, André Berkoff. Après le papier vient le métal qui se substitue au papier et en dématérialisant finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on matérialise autrement. C'est ça. C'est-à-dire que, non mais moi je vais peut-être pas plus loin que vous, mais en vous écoutant, Guillaume Pitron, en fait, il y a beaucoup plus de matériaux qu'avant. Ah mais on n'a jamais consommé autant de matériaux qu'aujourd'hui. On n'a jamais consommé autant de matériaux. Et vous savez quoi? On n'a même jamais consommé autant de papier qu'aujourd'hui. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, le passage vers les métaux ne s'est pas traduit, donc la numérisation, ne s'est pas traduit par une moindre consommation de papier. Pas du tout. Puisque vous envoyez plus de mails, donc à un moment, un email, vous allez finir par l'imprimer. Donc on n'a jamais autant fait tourner les imprimantes que pour précisément ce qui est un effet induit de la numérisation. Autre exemple, les postiers se sont longtemps plaints en disant notre métier va disparaître. Mais le postier, c'est devenu un livreur. Alors aujourd'hui, il y a peut-être moins de postiers, et encore, mais surtout, il y a beaucoup plus de livreurs. Et puis, ils ne livrent pas des enveloppes qui pèsent 20 grammes. Ils livrent des colis qui pèsent plusieurs kilos. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est le e-commerce, c'est une industrie numérique, mais qui génère une soif d'acheter plein de choses, qui sont livrées, empaquetées dans quoi? Du papier, c'est du carton. Et quelquefois, c'est surdimensionné par rapport au poids ou à la dimension de l'objet. Et donc, finalement, on n'a jamais autant utilisé de papier, à telle enseigne que pour mon livre, eh ben, en fait, ironie de l'histoire, on n'avait pas assez de papier pour le publier. Parce qu'on rentre en concurrence avec le secteur du carton qui sert d'emballage pour les produits du e-commerce. Et ça s'appelle la dématérialisation, qu'en termes galants, ces choses-là sont falsifiées. Non, mais le problème, pour revenir justement, et ça va nous amener à cette histoire des terres rares dont vous avez parlé, ça va nous amener à c'est-à-dire que, est-ce que quand même, dans ce passage où il y a, et vous avez tout à fait raison de le souligner, des aspects très positifs et des aspects de simplification nécessaires, sans même parler des problèmes environnementaux, mais alors nous allons arriver quand même à... Quand on parle de voiture électrique, par exemple, Guillaume Pitron a dit voilà, ni maintenant la voiture électrique, etc. Or, on s'est aperçu, et vous le savez très très bien, que cette fameuse voiture électrique et les batteries,
peut pas dire que c'était absent de toute pollution, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train, quelque part, au nom de l'environnement, vous avez parlé de l'environnement, vous avez dit c'est formidable pour l'environnement, c'est très très bien, c'est le rêve. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, franchement, de remplacer une pollution par une autre, quelque part? Alors, d'abord, il faut du numérique, parce que, soyons clairs, j'ai besoin de numérique, je ne peux pas vivre sans numérique, donc je vis avec mon temps. Et on n'est pas là pour expliquer qu'il faut dénumériser, j'y crois pas un instant. De même que la transition écologique, la transition vers les voitures électriques, c'est nécessaire. Notre monde se réchauffe, il faut absolument trouver des alternatives aux technologies émettrices de carbone. Et effectivement, on retrouve dans la batterie de la voiture électrique les mêmes matériaux qu'on retrouve dans la batterie du téléphone portable. Ce sont les mêmes. Voilà. Et donc le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite, le lithium, pour ne citer que ces ressources, elles se trouvent dans une voiture électrique, dans une batterie qui est des centaines de fois plus grosse et plus volumineuse que la batterie de votre iPhone ou de votre Samsung. Ces matériaux, il faut bien les chercher quelque part, et donc la voiture électrique est aussi propre ou aussi sale que les métaux qu'elles contiennent et de la façon dont ils sont extraits. Si vous extrayez ces métaux au fin fond de la Chine, ou si vous les raffinez en faisant tourner des centrales électriques au charbon pour produire l'électricité qui permet de produire les batteries des voitures électriques, c'est sûr qu'il y a un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Et donc il faut aller vers l'électrique, mais pour autant, ne croyons pas que nous basculons d'un âge sombre, moyenâgeux, vers un âge tout d'un coup éclairé, vert et peut-être même tout rose, qui est celui des voitures électriques. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. On va en parler. Comme vous disiez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et surtout, il faut voir derrière ce qu'on est en train de nous faire passer. Comme dit l'autre, comme disait Alain Souchon, il faut voir comment on nous parle et en quels mots on nous parle. On en parle tout de suite après cette petite pause. Alors on va en parler sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez si vous avez une question peut-être sur les voitures électriques, et puis sur le poids des briques. On va en parler avec André Berkoff et Guillaume Pitron qui est notre invité aujourd'hui. 0826 300 300. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. On est tous derrière vous. Allez les Bleus, tous derrière les Bleus, avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Un maillot noir. Les Français vont se retrouver face au All Black. Une fougère blanche. Face au Haka. Une danse guerrière. Ils dominent le rugby mondial depuis plus d'un siècle. On met le starter d'entrée. Le monde entier veut battre les Blacks. Vous allez leur montrer qui est là. Le 8 septembre, ils affronteront le 15 de France et 68 millions de Français. Vous savez pourquoi on est là? Vous avez vu un peuple? On a un maillot, on a un drapeau dessus. Toute une nation derrière les Bleus pour le choc monumental de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. France All Blacks, en direct sur Sud Radio depuis le Stade de France. En route vers la quête ultime. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On en parle. L'application Mon Espace Santé sécurise vos données de santé et facilite votre suivi médical. On en parle avec Laurie qui utilise ce nouveau service. Bonjour. Bonjour. Laurie, partagez-nous votre expérience avec Mon Espace Santé. Il y a quelques mois, j'avais très mal au poignet et mon généraliste m'a prescrit une radio. Dès que je l'ai faite, j'ai pris en photo le compte-rendu et je l'ai mis sur mon application Mon Espace Santé. Mon médecin a pu le voir tout de suite. Et ça fait gagner du temps. Et après, vous avez continué à l'utiliser? Ah oui. Ensuite, j'ai dû me faire opérer. Alors, comme j'avais rempli mes allergies, mes vaccinations sur mon profil, l'anesthésiste a pu voir toutes mes informations importantes directement sur mon espace santé. Et après l'opération, même le compte-rendu a été ajouté et donc mon médecin généraliste a pu le lire aussi. Et bien sûr, toutes ces données de santé sont sécurisées. C'est très rassurant. Merci Laurie. On en parle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur monespacesanté.fr ou téléchargez l'application Mon Espace Santé. Ceci est un message de l'assurance maladie. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors bon, j'ai compté les grains sur vos grappes de raisin. Oui. J'en ai 28 sur la première, 50 sur la deuxième et 37 sur la troisième. Vous voulez pas les manger plutôt? Ah non, faut que je les classe par taille d'abord. Du 5 au 7 septembre chez Leclerc, le kilo de raisin blanc est à 1,19 €. À savourer dans l'ordre ou pas. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Variété Italia catégorie 1, origine Italie, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Vous avez l'air en grande forme. Ça fait plaisir à voir. Et pour vous faire plaisir, justement, il y a la grande rentrée Poltron et Sofa. Jusqu'à samedi, économisez au moins 30% sur les nouveaux canapés de la collection. Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Sud Radio Nîmes 104.7.
Sud Radio. Chez Boursorama Banque, vous économisez en moyenne 114 paquets de pâtes en frais bancaires par an. Vous pourriez donc survivre à 114 lendemains de soirée, ou faire 114 colis à 114 mamans, elles vont adorer, ou juste avoir 114 fois la flemme de faire à manger. Boursorama Banque fait économiser en moyenne 212 € de frais bancaires à ses clients, soit 114 paquets de pâtes par an. Et en ce moment, c'est pas rien. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Estimation du prix moyen d'un paquet de pâtes de 1,86 € calculé selon la moyenne des prix observés au 27 juillet à Angers dans 3 enseignes de grande consommation. En moyenne, Boursorama Banque fait économiser 212 € à ses clients. Voir détails sur boursorama-banque.com. Il était une fois un lutin qui rêvait d'être un géant pour tailler les grands arbres de son jardin. Et un jour, alors qu'il faisait ses courses chez Aldi, il trouva le sécateur télescopique à 19,99 € satisfait ou remboursé pendant 2 mois. 19,99 € seulement ? C'est géant, se dit-il. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans le face-à-face de Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Pitron, journaliste, spécialiste en géopolitique des matières premières et auteur de ce livre. Tiens, on va en parler, La guerre des métaux rares et de l'enfer du numérique. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors Guillaume Pitron, on parlait effectivement des avantages et des inconvénients de la dématérialisation. Elle est partie, comme vous dites, le problème, évidemment, on ne va pas se passer du numérique et ça ne veut rien dire, on ne va pas revenir à la lampe à huile. En revanche, vraiment, tous les problèmes que ça pose, dites-vous-même, toujours pareil, hein, c'est la langue de Zop, le meilleur et le pire qui est charrié en même temps. Le meilleur étant effectivement la simplification, l'impact éventuel sur l'environnement, le pire étant la mise en fiche, le fait qu'on sache tout de nous. Est-ce que c'est vraiment intéressant à tout point de vue, et vous avez dit vous-même, mais pas seulement sur le mot de jeunesse, c'est-à-dire que il y a quelque part où effectivement tout ressort à un moment donné, je ne sais pas si c'est très bien, mais allons plus loin aujourd'hui, où il se passe effectivement les bouleversements qu'on voit, les bouleversements économiques, les bouleversements géopolitiques, le monde multipolaire qui arrive. Encore une fois, c'est comme le numérique, hein. On s'en réjouit ou on le déplore, mais il est là. Après, effectivement, la guerre froide, l'omnipotence des États-Unis, l'Europe qui se raccroche au dollar, la guerre russe-Ukraine, etc. Mais il y a quelque chose derrière. Et je voudrais que vous nous parliez un peu de rappeler, effectivement, aux auditeurs de Sud Radio et aux spectateurs, au fond, ces terres rares, ces coltons, ce cobalt, etc., qui sert aux voitures électriques, qui sert aux éoliennes, qui sert à ça, hein, qui sert à nos iPhones, qui sert à nos smartphones, qui sert à nos ordinateurs, sans laquelle on ne peut rien faire. C'est-à-dire que vous employez tous les jours cela. Au fond, est-ce que c'est devenu quelque chose qui est un enjeu mondial ? On a vu un enjeu d'affrontement géopolitique, d'affrontement militaire énorme. Et au fond, c'est quoi ces matériaux ? Comment peut-on les définir ? Parce qu'il y a encore 30 ans, on ne parlait pas de terres rares. Je parle pour le grand public. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Alors d'abord, quelques précisions sémantiques. Vous avez cité quelques métaux. Les terres rares, c'est une famille de métaux qui se subdivise en 15 métaux qu'on va extraire en Chine. Le coltan, on l'extrait effectivement plutôt dans l'est de la République démocratique du Congo. Le tantal également. Ces matériaux, mais on pourra en citer d'autres, le cuivre, le graphite, le lithium, le nickel, sont des matières premières sur lesquelles on ne fait pas de transition vers les énergies vertes. On ne peut pas les faire. Impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de transition sans ces matériaux. Parce que les éoliennes sont raccordées au réseau électrique avec du cuivre, parce que les éoliennes offshore sont faites notamment de terres rares, parce que les voitures électriques sont faites dans leurs batteries de tous ces matériaux, enfin de lithium, de cobalt, de nickel, parce que les panneaux solaires, il faut du silicium métal qui est produit en Chine. Et quand on dit que en plus on veut vivre une vie toujours plus numérisée, et la transition énergétique va de pair avec la transition numérique, on parle des mêmes métaux. Donc nous arrivons dans un monde où la consommation de ces métaux est annoncée comme étant absolument faramineuse. Et pour ne citer, je vais vous citer 2 chiffres. Oui, donnez-moi quelques précisions. L'Agence internationale de l'énergie, qui est établie à Paris, a produit un rapport passionnant dans lequel elle nous dit, si on veut tenir les objectifs des accords de Paris,
degrés, eh bien, il faudra qu'en 2040, on produise 42 fois plus de lithium qu'en 2020. Je n'ai pas dit 42% de plus, j'ai dit 42 fois plus. Ouais. Le cuivre est un grand métal de la transition énergétique parce qu'il est également numérique. Il est nécessaire pour faire transiter notamment l'électricité dans les réseaux à haute tension. Eh bien, nous allons consommer dans les 30 prochaines années autant de cuivre que tout le cuivre qu'on a consommé, l'humanité, depuis 70 000 ans. Ah d'accord. Et 25 à 40%... Depuis toute l'histoire de l'humanité. Depuis que l'homme est homme. Et 25 à 40% de notre consommation des 30 prochaines années sera spécifiquement captée par les besoins de la transition énergétique. Donc ce sont des chiffres absolument colossaux. Donc nous rentrons dans un monde qui est fortement consommateur de ressources. Si le 19e siècle a été un siècle de charbon, si le 20e siècle a été un siècle de pétrole, eh bien le 21e siècle sera toujours un siècle de charbon et de pétrole, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va continuer à en consommer. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais aussi un siècle de ces matières premières. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on va les chercher ? Et là, surgir Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui enfin le dit au Parlement européen en septembre dernier. Elle prend la parole, elle parle de l'Ukraine d'abord, et puis elle a un paragraphe de son discours sur le lithium et les terres rares, et elle dit « Le lithium et les terres rares vont devenir aussi ou sinon encore plus importants demain que le gaz et le pétrole. » Donc elle annonce que ces ressources sont le prochain pétrole en quelque sorte, et donc vous imaginez les enjeux géopolitiques énormes, stratégiques énormes qui s'annoncent pour aller sécuriser ces ressources qui vont devenir extrêmement stratégiques. Juste un mot, Guillaume Pitron, dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit un mot sur le nucléaire. Quid du nucléaire ? Alors, le nucléaire... Dans ce nouveau monde. Le nucléaire, pour paraphraser, je paraphrase Churchill, est la plus mauvaise des solutions à l'exception de toutes les autres. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que on sait ce que c'est que le nucléaire, on sait ses immenses défauts, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait sans ? Mais c'est une technologie bas carbone. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça émet moins de CO2 que n'importe quelle centrale à charbon et qu'une centrale à pétrole ou à gaz, beaucoup moins de CO2, et ça génère d'immenses défis dont je suis bien conscient, mais d'un autre côté, pour décarboner massivement nos modes de vie, donc tenir les objectifs de Paris, eh ben, c'est une technologie qu'aujourd'hui on maîtrise, en tout cas en France, et qui est à notre disposition, et qui nous permet déjà d'ailleurs d'avoir un mode de vie qui est très décarboné par rapport au mode de vie des Allemands, qui ont supprimé le nucléaire après Fukushima, mais qui donc, du coup sont obligés de faire tourner les centrales à charbon, et le charbon c'est de la lignite, donc c'est un charbon de mauvaise qualité, avec des performances en matière d'émissions de CO2 qui sont bien moins bonnes que les performances française. Donc moi personnellement, si je replace le nucléaire dans ce contexte qui est celui des énergies qui lui sont alternatives, et considérant tous les enjeux autour des matériaux, des technologies vertes, je dis que l'avenir est forcément aux technologies vertes, je l'espère, mais il doit être également au nucléaire. Non mais vous l'espérez. Ça c'est votre tendance verte là. Oui, mais parce que je suis vraiment convaincu qu'il faut... Oui. Non, je comprends. Non mais Guillaume Pitron, la question est pourquoi, justement, mais vous le dites, honnêtement, voilà, vous dites ce que vous en pensez, c'est très bien. Mais pourquoi on a fait croire pendant 25 ans que l'avenir passait par la disparition du nucléaire ? C'est ce qu'on nous a seriné, en tout cas une partie des écolos politiques, je parle des écolos politiques, encore il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi j'aborde ça ? Parce que je voudrais aborder avec vous les enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, ces terres dont vous parlez, qui sont indispensables. On ne peut pas faire de transition énergétique, vous l'avez dit, numérique et autre, sans ces terres. Des terres qui sont des métaux. Des terres qui sont des métaux, oui. Mais ça s'appelle terre rare, on se demande pourquoi. C'est ni des terres et c'est pas rare, donc c'est voilà. Ça a été nommé comme ça par des géologues suédois qui ont découvert certains de ces matériaux il y a 200 ans, parce qu'elles se trouvaient, ces matériaux, dans des terres argileuses, et donc voilà. Oui, mais c'est pour ça, terre rare, ça trompe, parce qu'on pense que ce sont des terres. Non, mais pour revenir à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, aujourd'hui, il y a des pays qui deviennent beaucoup plus importants, comme l'était pour le pétrole l'Arabie Saoudite, ou l'OPEP, ou tous les Émirats, etc. Il y a encore 50 ans, ils le sont toujours d'ailleurs importants. Est-ce qu'aujourd'hui, ça induit que des pays dont on ne parlait ou très peu deviennent des pays, en tout cas là où il y a ces métaux, pour ne pas parler de terres rares, deviennent les pays sinon les plus importants, et l'enjeu, surtout les enjeux de bataille énorme, mondiale, géopolitique, et puis ne parlons pas de l'argent que ça génère, ça change tout quand même. Alors d'abord, l'Europe ne produit pas de métaux, ou très peu. On se remet à réouvrir, on veut réouvrir des mines de lithium, ouvrir des mines de lithium à courte ou moyenne échéance. Pour autant, nos besoins ne sont absolument pas satisfaits par notre
production européenne. Donc il faut aller chercher ces matériaux chez ceux qui les produisent. Alors qui les extrait? La République démocratique du Congo pour notamment le cobalt, indispensable à vos téléphones portables. Très important comme proportion. Non, c'est quelques grammes. Ah oui, pardon. Non, dans la production Congo. mondiale, c'est 60%. Plus de 60% de la production mondiale le Congo. de cobalt vient spécialement du Congo. Après, vous avez besoin du lithium qui provient à plus de 50% d'Australie. Vous avez besoin des terres rares, les fameuses terres rares qui proviennent en fait à 60%, 80% de Chine, mais également pour le graphite à 70%. Vous avez besoin de nickel, ça provient d'Indonésie. L'Afrique du Sud compte également, notamment dans le commerce, des platinoïdes, qui sont des petits métaux qui peuvent servir pour différentes applications industrielles. Le cuivre est un métal important, je l'ai dit. Là, on se tourne plutôt vers le Chili. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, on dépendait de la Russie, du Qatar et de l'Arabie Saoudite pour nos hydrocarbures. Et puis en fait, on est en train de dépendre d'autres pays. Donc on est en train de déplacer le problème, hein, pour être clair. Oui, enfin, de l'ouvrir en tout cas, oui. De le déplacer en tout cas du champ de pétrole vers la mine, avec d'autres pays qui en fait tiennent aujourd'hui les rênes, soit de la production, c'est-à-dire de l'extraction, ou du raffinage. La Chine produit peu de lithium ou de cobalt, mais elle va le chercher en Australie et en République démocratique du Congo. Elle le raffine. Alors les Américains disent, mais alors attendez, on peut pas se laisser faire, on va produire des terres rares nous-mêmes, disent les Américains. Ils ont réouvert une mine de terres rares, notamment pour la production du secteur de la défense. Sauf qu'ils n'ont pas la raffinerie. Donc la mine tourne à plein régime à Mountain Pass en Californie, mais où est-ce qu'il part le minerai? Il part en Chine. Donc les Américains ne sont toujours pas indépendants en fait de terres rares. Mais vous voyez un peu les enjeux de dépendance à des pays qui n'ont pas forcément la même vision du monde que vous. Exactement, on va en parler justement, c'est passionnant après cette petite pause, à tout de suite. Ouais, on continue d'en parler avec Guillaume Pitron, spécialiste des géopolitiques, des matières premières, et vous au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Mesdames, messieurs, le train... Simone, je te coupe. C'est juste que pendant un mois, ce sont les jours incroyables SNCF Voyageurs. Un mois pour profiter de promos sur les offres Ouigo, TER, Intercité, TGV Inouï et même les destinations Europe. En ce moment, pour les 10 ans de Ouigo, 100 000 billets à 10 € vers toutes les destinations. Ça va être votre fête. Pendant le mois de septembre, ce sont les jours incroyables SNCF Voyageurs. Et du 6 au 7 septembre, pour les 10 ans de Ouigo, 100 000 billets à 10 € vers toutes les destinations. Offre non cumulable, voire conditions sur ouigo.com. Et vous, Antoine, pourquoi avoir choisi Verisure? Parce qu'on fait pas forcément attention au passage dans son immeuble. Résultat, mon voisin du dessus s'est fait cambrioler le mois dernier. Ça m'a clairement décidé à installer une alarme Verisure. Maintenant, je suis tranquille. Enfin presque. Confiez votre sécurité à Verisure, le numéro 1 français, élu produit de l'année 2023. Rendez-vous sur verisure.fr pour un devis gratuit. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS. Chérie, c'est qui? C'est Amazon qui nous livre le Pass Ligue 1 et le Pass Warner. 230 matchs de foot avec le Pass Ligue 1, ok? Le HBO original House of the Dragon avec le Pass Warner, trop bien, tout est là. Combien de matchs tu dis? 1, 2, 3, 4, 5... Pass Ligue 1 plus Pass Warner pour seulement 17,99 € par mois. 12, 13, 14... Ça se passe ici, sur Prime Video. 7 jours d'essai offerts pour le Pass Warner, puis 9,99 € par mois. Des coûts et conditions générales supplémentaires peuvent s'appliquer. Désabonnez-vous à tout moment. Sud Radio Nice. 97.9. Sud Radio. À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même 2 jours, ou 3, ou même 4, hein. C'est bien 4. Et pourquoi pas 5, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Le pack de 6 cônes vanille Adélie est à seulement 1,79 €. Actuellement, les moins chers de France. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 septembre, 411 grammes, soit 4,36 € le kilo, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous vous sentez fatigué? Stressé? Vous avez du mal à tenir le rythme? Découvrez RGMag de Nutergia, le laboratoire français expert en micronutrition depuis 35 ans. Véritable formule anti-fatigue grâce à ses 4 sources de magnésium et ses vitamines B, RGMag est en plus enrichi en zinc. Alors dès maintenant, ayez le réflexe RGMag. Dans votre pharmacie avec toute la gamme Nutergia. Pour votre santé, évitez de grignoter. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Avec un bouquet de solutions, moi je vois la vie en mieux. Pour le ménage, le repassage, l'aide aux seniors, la garde d'enfants, le soutien scolaire ou le jardinage, exigez les compétences d'un expert. Faites confiance à de vrais pros et retrouvez-les sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Ici Sud Radio. Les Français
parle-t-on français? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, Guillaume Pitron, on voit très très bien ce qui se passe. Vous avez écrit l'enfer numérique, vous avez effectivement enquêté, je dois dire, pendant des années là-dessus. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit à chaque fois, et c'est pour ça faut se méfier des simplifications du noir et blanc, du manichéisme, c'est qu'on voit que les enjeux sont très complexes. Et alors justement, vous faisiez un peu l'inventaire de tous ces matériaux du coltan au lithium en passant par le cuivre et tout le reste, dont on a absolument besoin, dont ils sont même plus qu'indispensables, et qui coexistent et qui vont coexister d'ailleurs très longtemps, parce que le pétrole et le gaz, c'est pas fini, on le voit très 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 bien, le nucléaire non plus, c'est le moins que l'on puisse dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand même, là, on sort un peu de... on n'en sort pas, on sort je dirais, de la description des matériaux pour passer à la géopolitique. Qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit à un monde de plus en plus multipolaire, puisque ces pays dont vous parlez, vous avez cité longuement la Chine, le Congo, l'Australie, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que ces pays vont jouer, à votre avis, les rôles que jouait l'OPEP il y a encore quelques années, si elle ne le joue plus de la même façon, à votre avis? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une géopolitique des énergies vertes. Le monde post-pétrole, toute chose égale par ailleurs, on a bien compris, est un monde dans lequel certains pays qui comptaient sur la carte du monde vont peut-être voir leur influence diminuer. On pense effectivement à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, les investissements de l'Arabie Saoudite dans le tennis, dans le foot, dans l'art, ne sont pas étrangers à cette prise de conscience que ils ne vont pas être indéfiniment faire indéfiniment la pluie et le beau temps sur les équilibres énergétiques du monde. Mais aussi, ça vaut pour l'Algérie ou bien la Russie, qui sont des États dont la balance commerciale dépend fortement des exportations d'hydrocarbures. Or, effectivement, si demain, dans un monde plus diversifié, leur importance géopolitique est amoindrie parce que nous aurons à l'arrivée de la prise des électricités qui proviendront de diverses ressources, charbon, pétrole, mais aussi les métaux de technologie verte, alors ces pays-là vont voir leur importance amoindrie. Je précise ça parce que c'est un rapport très intéressant qui a été publié par Jean Pisani-Ferry pour le Bruegel Institute, qui est un think tank belge sur la géopolitique du Green Deal. Le Green Deal, c'est ce paquet de mesures pris par la Commission européenne pour réaliser la transition énergétique. Et puis, effectivement, il y a des pays qui ne comptaient pas beaucoup pour nous, et puis qui, tout d'un coup, deviennent vachement importants, puisqu'ils produisent ces matériaux dont nous avons besoin. Et c'est ainsi qu'on voit un membre du gouvernement français récemment rendre visite à ses homologues chiliens, parce que le Chili a beaucoup de lithium. On commence à discuter d'approvisionnement potentiel. On voit le président Macron se rendre en Mongolie pour des tas de raisons, mais parce qu'il y a du cuivre en Mongolie, et que, ma foi, le cuivre est un grand métal de la transition énergétique. On voit Olaf Scholz, le chancelier allemand, rendre visite à son homologue Justin Trudeau, pour parler quoi? Nickel, cobalt, lithium, des matériaux que le Canada peut produire et qu'il va produire, parce que Olaf Scholz en a besoin pour les Audi, pour les BMW, pour les Volkswagen. Donc on voit brusquement des pays tout d'un coup prendre de l'importance. J'ai mentionné peut-être ou pas encore l'Indonésie avec son nickel. Ces États-là... Très, très grand producteur de nickel. Le principal producteur de nickel. Et c'est un pays qui aussi est assis sur d'immenses autres ressources, comme l'étain, par exemple. L'étain de puces électroniques. Moi, je me suis rendu dans les mines d'étain, notamment en Indonésie. En tout cas, ces États-là, on vient les voir. On leur dit, on fait comme on faisait d'habitude. Donc vous creusez, et puis nous, on ira transformer la matière première. Voilà, vous creusez, nous raffinons, et vous aurez votre part. Et voilà, les gueules noires, elles vont rester de ce côté-ci de l'océan. Et puis, nous, de le côté du miroir, on s'en retient le meilleur parti. Et là, ces États disent non mais c'est fini tout ça. Et c'est là que vous avez parlé d'un monde plus multipolaire. Nous sommes dans le contexte que vous connaissez, celui de pays, BRICS, les 6 nouveaux entrants d'ici au 1er janvier 2024 dans le club des BRICS, mais aussi le Sud global, c'est-à-dire ces pays qui sont non alignés par rapport à la position occidentale, quant à la position occidentale par rapport à la Russie sur la question russo-ukrainienne. Ces États, en fait, contestent l'occidentalisation du monde telle que nous l'avons vécu pendant 3 siècles. Il y a une parenthèse occidentale qui se ferme, qu'on le veuille ou non. Il y a les chutes des empires, depuis... L'Occident va avoir une part
amoindri, relativisé, compte tenu du fait que la population mondiale est évidemment beaucoup plus asiatique aujourd'hui qu'elle n'était par le passé, que les équilibres commerciaux, les équilibres géopolitiques, on l'a vu en termes de géopolitique, en fait, de géopolitique se réorientent vers notamment l'Indo-Pacifique. Donc l'Occident va progressivement moins peser, en part certainement relative, peut-être absolue, et vous avez des États qui prennent confiance en eux, qui veulent tourner, je dirais une deuxième fois, la page de la décolonisation, Bien et sûr. quand on vient les voir En fait, en la leur tournée disant... vraiment, parce qu'elle n'avait pas été tournée. Je C'est pense, ça le problème, je faut le pense, dire, hein. absolument. Mais juste un mot, je voudrais rappeler à nos éditeurs, c'est quoi les BRICS au départ? C'était, et justement, et des pays que vous venez de citer longuement, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Et bon, et là, 6 nouveaux membres, là, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc il y a aussi bien le pétrole que le reste. Mais Guillaume Pitron, justement, de ce point de vue-là, j'ai envie de vous poser la question de façon plus précise. Vous avez parlé effectivement de l'occidentalisation, mais justement, quid de l'Europe? Puisque l'Europe, vous l'avez dit, malheureusement, nous n'avons pas grand-chose du point de vue que ce soit des anciens matériaux ou des nouveaux, etc. Est-ce qu'on est condamné alors qu'on aurait pu quand même dans l'extrême pointe de l'Eurasie, on pourrait dire, hein. Est-ce qu'on est condamné à devenir, je dirais de ce point de vue, on va pas parler politique pure, mais une puissance, je dirais pas de second ordre, mais enfin, alors que nous avons régné pendant des siècles? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc ces pays qu'on a cités sont des pays qui sont potentiellement pour certains producteurs de matériaux et que donc dans le rapport de force, les choses vont se passer différemment. Et ils vont demander à les raffiner, pardon. Ah mais oui, ils le font déjà. Et du coup, ça va nous emmener à votre question juste après, bien évidemment. Mais je reboucle sur la question précédente. Oui. Ils veulent plus vendre la matière première brute, ils veulent vendre le matériau raffiné. Et c'est ce que fait par exemple l'Indonésie, qui prend exemple sur la Chine, qui l'a fait 25 ans plus tôt, et qui en fait dit, moi je ne veux pas vendre mon nickel, juste sorti de la mine, je veux le vendre raffiné. Et in fine, je me rêve même en producteur de batteries. Au fond, on nous dit, le monde nous dit, vous les Français, vous vendez pas du raisin, vous vendez du vin. Et c'est ça qui fait que vous avez un certain prestige. C'est que vous vendez du vin de Bordeaux, pas du raisin de Bordeaux. Et ben, les Indonésiens disent pareil, on va pas vendre le nickel, on va vendre la batterie qui va être en fait le raffinage ultime et la complexification ultime du matériau inclus dans le produit fini. Et donc c'est là qu'on voit effectivement cette désoccidentalisation, c'est-à-dire en fait un rapport de force qui est rééquilibré entre acheteurs et producteurs, et peut-être même qui se fait progressivement à l'avantage du producteur. Dans un monde de ressources finies, où certaines tensions sur les approvisionnements peuvent surgir, le pays producteur peut presque choisir son pays acheteur. Et donc on voit un renversement des rapports de force. L'Europe dans tout ça. L'Europe a produit, il y a 150 ans, 170 ans, produisait 60% des métaux de la consommation mondiale. Aujourd'hui, elle produit 3%. Il y a 170 ans. Voilà, en 1850. En 1850, l'Europe c'est intéressant. représentait 60%, plus de 60% de la consommation mondiale de matières premières, minérales et métalliques. Aujourd'hui, elle est tombée à 3%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben, on a dit qu'on voulait être propre. On a dit qu'on voulait préserver nos environnements. On a dit qu'on voulait avoir un air respirable, ce qui est parfaitement légitime. Mais sauf que cette matière première qu'on continuait de consommer, c'était juste d'autres pays qui les produisaient à notre place. Et la mondialisation fait dans son œuvre la complexité des chaînes logistiques, mais aussi le grand génie des logisticiens faisant en sorte que quoi qu'on souhaite avoir, quelqu'un serait à même de l'apporter jusqu'à notre assiette ou à notre porte-monnaie, parce que c'est la main invisible des marchés. Et donc l'Europe s'est complètement désinvestie et elle s'est désindustrialisée. Donc au moment où on reparle aujourd'hui de réindustrialisation qui plus est verte, on parle de faire le cheminement inverse de celui qu'on a fait depuis 30 ans. Quand j'entends notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire sur le secteur des batteries des voitures électriques, on va faire comme les pays sud-américains, on va remonter la chaîne de valeur pour sécuriser la ressource et produire les batteries, on est en train juste de se dire, excusez-moi, mais on va faire dans les 30 prochaines années l'inverse de ce qu'on a fait les 30 précédentes, où justement on laissait d'autres pays faire le job. On reconstitue les filières qu'on a complètement supprimées. Mais donc vous me demandez que pèse l'Europe dans un contexte de désindustrialisation réelle. Alors l'Allemagne surnage. Elle fait acter depuis 30-40 ans. L'Allemagne surnage, mais pour autant, ce n'est pas le cas de moins en moins. Moins en moins, vous le savez. On connaît ses faiblesses. Et bien effectivement, l'Europe évidemment pèse moins qu'elle ne pesait. L'Europe s'en tire peut-être pas si mal que ça. Encore une fois, son déclin est peut-être rendu inévitable par le fait que vous avez juste entre la Chine et l'Inde 2,8 milliards d'habitants quand même, c'est-à-dire le tiers de la population mondiale. Donc vous avez un mouvement, une tectonique des plaques géopolitiques qui se déplace vers l'Indo-Pacifique par la force des choses, dans lequel
moi je trouve qu'on fait bien d'être en Europe, parce que alors tout seul dans notre coin, nous Français, on serait à vendre à la découpe pour les Russes, pour les Chinois et pour les Américains. Oui, donc, on a commencé à se vendre à la découpe, hein, Guillaume Pitron. Enfin, c'est notre problème. Mais alors justement, on va en parler, et on va parler des États-Unis, parce que quid de l'Europe et quid des États-Unis, c'est quand même intéressant. Et après, je voudrais, on va peut-être terminer l'émission avec justement le fait que ce qui est extraordinaire, c'est que quelles que soient nos préoccupations écologiques et tout, il y a ce que j'appelle les terrifiants pépins de la réalité. On est obligé de tenir compte du niveau de vie des gens et de comment ils vont bouffer. On va en parler. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Chez Boursorama Banque, vous économisez en moyenne 114 paquets de pâtes en frais bancaires par an. Vous pourriez donc survivre à 114 lendemains de soirée, ou faire 114 colis à 114 mamans, elles vont adorer, ou juste avoir 114 fois la flemme de faire à manger. Boursorama Banque fait économiser en moyenne 212 € de frais bancaires à ses clients, soit 114 paquets de pâtes par an. Et en ce moment, c'est pas rien. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Estimation du prix moyen d'un paquet de pâtes de 1,86 € calculé selon la moyenne des prix observés au 27 juillet à Angers dans 3 enseignes de grande consommation. En moyenne, Boursorama Banque fait économiser 212 € à ses clients. Voir détails sur boursorama-banque.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors bon, j'ai compté les grains sur vos grappes de raisin. Oui. J'en ai 28 sur la première, 50 sur la deuxième et 37 sur la troisième. Vous voulez pas les manger plutôt? Ah non, faut que je les classe par taille d'abord. Du 5 au 7 septembre chez Leclerc, le kilo de raisin blanc est à 1,19 €. À savourer dans l'ordre ou pas. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Variété Italia catégorie 1, origine Italie, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Bonne année! On est en septembre. Eh oui, désolé. Avec les 4 mois offerts de la Poste Mobile, je suis complètement décalé. Quoi? Bah oui, l'année est déjà terminée pour ma facture mobile. Donc, je profite de mon nouveau forfait dès maintenant, mais je commence à payer qu'en 2024. Wow, bonne année! Jusqu'au 24 septembre, profitez de 4 mois offerts et commencez à payer votre nouveau forfait SIM sans engagement seulement en 2024. Rendez-vous en bureau de poste ou sur lapostmobile.fr. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve de l'achat préalable d'une carte SIM forfait. Remise applicable sur le prix mensuel du forfait. Détails sur lapostmobile.fr. Flash Info. Profitez vite des offres exceptionnelles de l'anniversaire très spécial chez Conforama. Comme le buffet bicolore Flavio, ses 4 portes et son bel espace de rangement à seulement 168,99 €. Soit 50% d'économie. Conforama. Jusqu'au 2 octobre. Voir conditions sur conforama.fr. Alors t'as pris un appart meublé finalement? Eh non, j'ai juste un contrat d'énergie Engie. Comment ça? Eh ben si tu déménages, tu vas pouvoir mieux t'équiper. Wow, j'ai comme une envie de faire mes cartons, tiens. Jusqu'au 10 septembre 2023, pour toute souscription d'un contrat d'énergie Engie, bénéficiez jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de produits électroménagers Electrolux pour votre nouveau logement. Appelez vite le 3101. Voir conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour, petite question sur vos chaussures de running. Faut aller sur internet, il y a tout qui est indiqué. Et puisque je suis là, vous pourriez quand même me renseigner. C'est dingue d'être systématiquement renvoyé sur internet. Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici. Conseil d'experts. Venez chez Sport 2000. Jusqu'au 1er octobre, les chaussures de running ASICS Gel Content 8, hommes ou femmes, sont à 49,99 € au lieu de 75. Sport 2000. Ça match. Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je suis pas le seul. Dématérialisation, guerre des métaux rares, guerre géopolitique, guerre économique. Le monde est en train de changer complètement et on le voit, et à une vitesse absolument phénoménale, au point que, justement, Guillaume Pitron m'avait dit que le 27 septembre, vous rééditez aux éditions Les Liens qui libèrent La guerre des métaux rares, parce que depuis, il est sorti il y a 2 ans, je crois. Il est sorti il y a 5-6 ans maintenant. À 5-6 ans, vous voyez, alors il s'est passé beaucoup de choses en 5-6 ans. Il s'est passé, c'est incroyable ce qui s'est passé. L'Occident s'est réveillé. On a pris conscience que c'était le nouveau pétrole. On a pris conscience que ces matériaux allaient devenir aussi importants que les hydrocarbures, qu'on accoucherait pas d'un monde avec plus de degrés, ce sont les accords de Paris, sans une extraction massive de ces matériaux. Je rappelle quand même que pour respecter la date de 2035,
date à laquelle en Europe, on ne pourra plus vendre un véhicule neuf qui ne soit pas 100% électrique. Oui, c'est pas de rien. Plusieurs études ont conclu que pour tenir cet objectif, il va falloir ouvrir sur Terre, d'ici 2035, 300 à 400 mines de métaux. 300 à 400 franchement, mines. Guillaume Pitron, vous suivez ça bien. Est-ce que c'est un objectif valable, souhaitable? 2035, c'est demain. Nous sommes en 2023, dans 12 ans. Est-ce que ça a un sens, surtout avec ce que vous avez dit vous-même par rapport aux voitures électriques, par rapport à la pollution, par rapport à tout cela? Moi, ça me paraît quand même assez surréaliste. Churchill toujours, la voiture électrique est la moins mauvaise des solutions. Et Dieu sait si elle n'est pas parfaite, mais il faut basculer vers l'électrique. Pas le gros SUV électrique dans lequel je roule tout seul, la mobilité partagée, la mobilité douce, la mobilité collective. C'est des sujets qui ne sont pas assez abordés, qui touchent à notre comportement de consommateur. Mais quant à la technologie elle-même, malgré tous ses défauts, je la préfère encore à la technologie thermique. Pour autant, il va falloir ouvrir ces mines. Et donc, je reviens au point, le sujet a tellement explosé ces dernières années avec la prise de conscience occidentale, de ce retard accumulé sur la Chine, d'une désindustrialisation, notamment dans le secteur de la voiture. Qui produit aujourd'hui les batteries des voitures électriques? La Chine. La Chine, 75% des batteries de voitures électriques sont produites par la Chine. Qui produit l'essentiel? Plus de la moitié des véhicules électriques dans le monde aujourd'hui, c'est encore la Chine. Qui a déjà roulé dans une voiture thermique, dans une voiture à essence chinoise? Je ne serais même pas capable de vous citer une marque de voiture thermique à essence chinoise. En revanche, on va rouler demain en BYD. Build Your Dreams, la nouvelle marque chinoise qui est en train de faire un carton et qui en plus se vend beaucoup moins cher que ses homologues occidentales. Donc on a des millions d'emplois en France et en Europe sur la moteur thermique, pareil aux États-Unis. On nous dit 2035, moi je suis très content avec 2035, mais on n'a pas les tenants de ces aboutissants-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on maîtrise la chaîne de valeur, comment est-ce qu'on produit les matériaux et comment est-ce qu'on produit les batteries. Je ne sais pas si on va les mettre au chômage, j'espère que non, mais en tout cas, la domination occidentale sur ce secteur stratégique de l'industrie européenne, et en particulier française et allemande, s'effrite, parce qu'il y a un changement technologique sur lequel les Chinois ont 20 ans d'avance sur nous, et ils ont vu venir ce changement technologique 20 ans avant nous. Ça s'appelle de la prospective et on ne l'a pas faite. Alors Guillaume Pitron, s'effrite ou s'effondre? Franchement. Je ne saurais dire. Je ne voudrais pas me Voilà, il y a aujourd'hui, je crois, 7 à 8 millions d'emplois dans le secteur de la voiture en Europe. Ouais. Je n'ai pas suivi les chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 75%, plus de 50% des batteries, des véhicules aujourd'hui électriques qui sont déjà produits par la Chine, c'est un retournement complet, compte tenu de la domination précédente de l'Europe sur ces sujets-là. Et évidemment, ça rejoint la question de la désindustrialisation dont on avait parlé. Donc, les pays occidentaux en prennent conscience. Ils, tous azimuts, travaillent à réouvrir des mines en Europe. Ils veulent ouvrir des gigafactories en France. On commence à ouvrir des gigafactories, c'est-à-dire des usines dans lesquelles on fabrique les batteries des véhicules électriques. Mais c'est également les nouveaux partenariats stratégiques avec des pays qui vont nous approvisionner en ressources. Et donc, c'est tous ces sujets qu'il fallait évoquer, qu'il fallait évoquer dans ce nouveau livre. Guillaume Pitron, non mais je veux dire, soyons factuels là-dessus. On va ouvrir à Rouen, c'est un méga hub, effectivement, sur les batteries électriques. Mais je me suis laissé dire que ce sont les Chinois qui vont venir non seulement organiser ça, mais le faire. Alors, j'ai plutôt entendu parler de Lens et de Dunkerque, mais peut-être que c'est Rouen, mais Dunkerque étant surnommé la batterie vallée, la vallée des batteries, c'est un bien grand mot. On va avoir... Qui va avoir le pouvoir, enfin, qui va le faire? D'abord, il va y avoir des entreprises françaises, il va y avoir des entreprises taïwanaises, et il va y avoir... à l'échelle du continent européen, c'est certain, et peut-être en France, des acteurs chinois et américains. Le président Macron aimerait bien avoir Tesla sur le territoire français pour créer une gigafactory. C'est pas du savoir-faire français. C'est pas un actionnariat français, c'est un actionnariat qui serait américain. Pareil pour les usines des groupes BYD et CATL, qui sont des groupes chinois et qui sont les deux premiers producteurs de batteries au monde aujourd'hui, des projets de gigafactory portés par ces groupes chinois avec des intérêts chinois à leur porte, eh bien ils existent en Europe et donc effectivement on aura des gigafactories en Europe, ce ne seront pas forcément des gigafactories made in France ou made in Union Européenne. C'est le grand basculement, le basculement des économies mondes. Je vous rappelle que l'ère de l'après-charbon qui était dominée par l'Angleterre victorienne, eh bien
ça ouvre la voie à une domination américaine, puisque les Américains sont capables de maîtriser la technologie du pétrole, le pétrole et la technologie, puisqu'ils l'extraient sur leur sol, et parce qu'ils maîtrisent le moteur thermique. Là, nous basculons dans une nouvelle économie monde, un nouveau basculement, où l'après-pétrole est fait de ces matières premières, et ceux qui tiennent ces matières premières, c'est plus les Anglais, c'est plus les Américains, c'est plus les Saoudiens, c'est les Chinois. C'est fou parce que, vous voyez, en retraçant ce que vous retracez, on retrace l'histoire des empires. Absolument. L'Empire romain, l'Empire austro-hongrois, l'Empire vénitien, l'Empire anglais, français, etc. C'est absolument fascinant cela. Et ce qui est intéressant, et je crois que le hiatus est là, c'est-à-dire entre ceux qui racontent effectivement ce qui se passe, et c'est bien, on va pas faire, c'est pas une question de morale là, c'est une question de réalité. Et puis ceux qui disent non mais tout va bien, Madame la Marquise, circulez, il y a rien à voir, etc. Vous savez, c'est intéressant parce que vous avez appelé 2 fois Guillaume Pitron la même image. L'une pour les voitures électriques et l'autre pour le nucléaire. Voiture électrique, voilà, c'est Churchill, hein, le pire à l'exception de tous les autres. Vous avez dit ça pour le nucléaire, vous avez dit ça pour la voiture électrique. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on est en tout cas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, dans la nécessité de dire, écoutez, si vous avez une expérience alternative, parce que il y a l'économie, il y a les gens, de quoi vont vivre les gens, on est devant effectivement une espèce de, je dirais pas de choix cornélien, pas du tout, mais j'ai l'impression que, en fait, je veux dire, on a l'impression que le réel frappait à la porte, on a l'impression qu'on a un peu fermé portes et fenêtres, et puis là, la porte s'est enfoncée. Et que le réel est là. Le réel est là, et il va probablement coûter beaucoup plus cher que ce qu'on croyait. Ah oui, en plus quel cher sens? Écologiquement, parce que tout à l'heure, votre point, c'était aussi, mais je crois, comment est-ce qu'on va se payer ce monde-là? C'est ça. Je vous rappelle qu'il y a eu un rapport qui a été produit récemment par Jean Pisani-Ferry, notamment, sur le coût de la transition énergétique en France, où il a été calculé qu'il faudra trouver 3 000 milliards d'euros. D'ici combien? Attendez, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 3 000 milliards d'euros d'ici 2030, pour pouvoir financer la transition énergétique. 3 000 milliards d'euros en 13 ans, ouais, c'est ça. En 2030, en 7 ans. Ah pardon, en 7 ans, oui. En 7 ans. Je crois pas me tromper sur ce chiffre, j'espère ne pas me tromper, mais je crois bien que c'est ce chiffre de 3 000 milliards. Ou à moins que ce soit 300 milliards. Je vous avoue que excusez-moi, André Berkoff, j'ai comme un doute à l'instant où vous me parlez. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont absolument colossaux. La question, c'est qui paye pour cela? Comment est-ce que notre fiscalité en France va tenir compte de ces surcoûts annoncés et va le faire de façon juste à l'heure où on discute, y compris chez les Gilets jaunes, de la question de savoir qui paye pour la transition énergétique. Je vous rappelle que les Gilets jaunes, c'est des gens qui sortent dans la rue pour dire quelques centimes de plus à la pompe à essence pour les reverser pour la transition énergétique. C'est pas à nous de le payer. Ben oui, bien sûr. Donc c'est, excusez-moi de le dire, on n'a pas le choix, hein. Le premier soulèvement social de la transition énergétique, dans lequel on discute dans la rue, et on ne discute pas toujours d'ailleurs, de la question de savoir qui paye pour ce changement technologique. Exactement. Eh bien, demain, la voiture électrique, elle risque de coûter plus cher que, enfin, elle coûte déjà aujourd'hui plus cher, et elle risque de continuer à coûter plus cher que la voiture thermique. Il va y avoir évidemment des coûts supplémentaires. Ça va être inflationniste. Comment est-ce que notre politique fiscale tiendra compte de cela pour faire de la transition une transition juste, y compris jusqu'à la question de savoir si c'est les pauvres encore qui extraient les matériaux et les riches qui en profitent. Oui. Ça pose des questions qui sont démocratiques. En tout cas, ça pose des questions de pouvoir d'achat. Et peut-être que le monde plus vert sera un monde plus cher et que des troubles de ce point de vue-là sont à attendre si jamais on ne pilote pas bien sur le plan de la répartition de l'effort, y compris financier, ce changement technologique. Les nouveaux mouvements sociaux à l'ère, effectivement, de la révolution énergétique, de la transition énergétique, sont absolument fascinants. C'est, allez, on peut le dire, une nouvelle lutte des classes, mais à l'échelle mondiale. Alors, en tout cas, à l'échelle d'un pays, ça c'est sûr. Enfin, je pense qu'en tout cas, en France, on voit des tensions déjà apparaître. À l'échelle mondiale, ce que l'on peut voir dans d'autres pays, alors soit ce sont des frictions entre ceux qui vont devoir payer le coût de la mine, 300 à 400 mines multipliées par le nombre de personnes qui vivent autour, l'impact sur les écosystèmes, même s'il va être, en tout cas on peut l'espérer, limité, si les technologies s'améliorent. Ça va être évidemment une répartition de l'effort entre ceux qui vont payer pour ce coût minier-là et puis ceux qui vont en profiter, et puis également, et j'y reviens, et ça c'est vrai qu'on fait de la géopolitique, mais c'est passionnant, face à la classe moyenne française, si tant est qu'elle existe encore, il y a une classe moyenne indonésienne.
qui dit mais moi, ce minerai, j'ai pas envie de le vendre aux Français à bas prix. Je veux pouvoir le vendre bien. Je veux qu'il y ait des taxes qui soient élevées sur sa vente. Je veux qu'il y ait des voitures électriques qui soient made in Indonesia. Et moi, pourquoi? Parce que moi, je veux pouvoir jouir et je veux pouvoir me faire prendre en photo devant la Tour Eiffel en vacances parce que j'aurai le pouvoir d'achat pour cela. Donc ici, il y a une question de qui va tirer le meilleur parti de cette nouvelle donne technologique et des nouveaux objets, de ces objets du désir qu'on appelle les voitures électriques. Et je veux être aussi consommateur que vous qu'il avait été pendant. Mais absolument. Et donc il y a un rééquilibrage. Nous vivons dans ce monde-là où nous serons moins importants à l'avenir que nous l'avons été ces 100 dernières années. Merci Guillaume Pitron, en tout cas vraiment à retenir, à écouter, à enregistrer, à méditer. Et je rappelle que le 27 septembre sort une édition revue et corrigée de La guerre des métaux rares aux éditions et augmentée bien sûr des liens qui libèrent. Lisez ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.